Top, je vais regarder sur mon PC si ça marche. Dès qu'on est en direct, si déjà on est en direct et que vous pouvez nous voir en direct, n'hésitez pas à me dire si le micro fonctionne. Ça pourrait être pas mal. Toi, Hassan, tu me dis si tu as le retour directement sur ton PC. Alors, moi, je vois tout. Je vois tout. Mais attends, je vais voir dans le chat si ça marche. Ok. Salut Théo. Salut Paul. Tu vois déjà des... Ah oui, déjà, il y a des gens. Vous nous Salut, entendez? Ah, c'est bon, Amine, je vois les gens il est aussi. là. Salut Amine, tu vas bien? Est-ce que vous m'entendez moi aussi également? Yes, oui, c'est bon au niveau du son, c'est cool. Salut les gars, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue sur le Criterion House. Salut Rassam. Salut Michael, Sayad, comment vas-tu? Sayad. Ouais, c'est mon nom de famille, tu l'as connu que dernièrement, et là tu t'es dit, ouais, c'est bon, Sayad. Ouais, ça passe bien. Toi, tu pourrais pas faire. Vas-y, tente une petite prononciation de mon nom de famille. J'aimerais tellement, mais là tout de suite, là, je ne l'ai pas de tête. Tu peux dire Yag. Vas-y, dis Yag. Yag. Yag in the house. T'as passé un bon week-end, Rassam? Écoute, très bon week-end, un peu pluvieux, un peu venteux. Il y a eu un peu de tempête. Mais c'est beau, hein, je crois. Le son incroyable vos belles voix. Merci Amine. Et bah, il a eu. Rassam, je ne t'entends plus du tout. Ah bon? Dites-moi si vous entendez. Est-ce que vous entendez Rassam? J'ai plus du tout son micro. Est-ce que vous m'entendez? Attends, c'est mon casque. Vous m'entendez? Attends. Le son est incroyable. Est-ce que vous entendez ouais, c'est bon. Belle voix? Moi, je t'ai entendu, c'est bon. Ouais, okay. À mon avis, c'était mon casque. Bien sûr, bien entendu. Je pense que c'était mon casque. Donc je disais, tu as passé un week-end pluvieux. Il y a eu quelques mouvements. J'ai perdu la fibre et donc j'avais pas la fibre tout le week-end, pas de connexion internet. Et les techniciens Free sont arrivés ce matin et donc j'ai pu me connecter au live. Bonne nouvelle. C'est ça un petit peu le stress qu'on a avant chaque live, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir des problèmes techniques. C'est des problématiques que j'ai pas sur d'autres projets. Et là, à chaque fois, il y a des choses qui sont inhérentes à notre organisation. Donc, tu te dis, ouais, bon, ok, c'est notre faute. Et puis, il y a des choses, tu te dis, c'est peut-être, si on n'a plus d'internet, si on n'a plus de live, ça peut être très compliqué. Je vais changer aussi le titre, parce que c'est Alice qui nous rejoindra aujourd'hui pour le live. On va parler de Recruiters Club. Yep. On va parler aussi également à travers ça des plateformes de recrutement, on va parler de la collaboration, on va parler comme ça de pas mal de sujets qui sont un petit peu inhérents à ce qu'a pu faire Alice, à comment est-ce qu'elle a vu le recrutement. Moi, je trouvais que c'était particulièrement pertinent de la recevoir aujourd'hui. Dans Recruiter in the House, on essaie de mettre à la surface certaines problématiques, mais aussi d'y répondre et d'amener des gens qui sont capables aujourd'hui d'apporter une solution, d'apporter un projet, d'apporter une réponse à ce monde du recrutement qui nous concerne tous. Avant ça, peut-être un petit point sur le live de la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Rassam? Écoute, le live avec Camille Goni, si tu nous écoutes, Camille Goni. Camille Goni. Yes. Camille Goni. Non, j'ai bien aimé. Comme toujours, je trouve que les 10-15 premières minutes sont un peu lents, un peu mou à démarrer, mais c'est vrai pour tous nos lives en fait. Ouais. J'ai particulièrement apprécié les 45 dernières minutes ou la dernière demi-heure où je trouve on a discuté de ce qu'elle mettait en place chez Shine. Toi, tu as parlé un peu des trucs de chez Content Square. Bien sûr. Les questions commençaient un peu à arriver aussi dans le chat. Donc, c'était cool. Monter, ouais. Franchement, non, c'était stylé. Et toi? Moi, c'était un sujet un petit peu piquant. J'avais peur de dire une bêtise, tu vois, sur la relation entre les femmes et les hommes, la diversité, comme c'est un sujet que je maîtrisais pas vraiment. Je me suis dit, je vais peut-être sortir une boulette. Et au fur et à mesure, à force de me contenir et de me retenir, j'ai pu traverser ce live sans dire trop de bêtises. Et à la fin, je me suis senti un peu chaud. J'ai pu parler peut-être avec un peu moins de retenue sur les sujets qui est intéressant. C'était cool. Ah, il est là. En tout cas, Amine te demande. Ah, bah oui, voilà, parfait. Amine, mon très cher Amine. Amine te demande où sont passées tes belles lunettes et il fait un big up à ton accent d'anglophone. Mes lunettes, je ne les ai pas mises aujourd'hui, mais je vais pas tarder à peut-être les reprendre. Les reprendre en tout cas pour échanger sur les lives. Alors aujourd'hui, donc Alice, qu'on a contacté déjà il y a un petit moment. Pour pouvoir échanger avec elle. Moi, personnellement, je l'avais rencontrée parce que Cotton Square travaille déjà avec Alice. Elle nous expliquera, je pense, comment est-ce que elle a rencontré Cotton Square et comment est-ce qu'elle a travaillé avec eux. Et c'était lors d'un meet-up. Je crois que c'était ça. Je crois qu'on a pu faire un meet-up alors qu'on était en période Covid ou peut-être un peu juste avant les restrictions. Et elle nous présente
peu le concept et moi, j'étais un petit peu à côté de ce sujet-là. Et quand j'ai appris qu'elle avait mis au point une plateforme qui s'appelle Recruiters Club et qui est une plateforme collaborative, ça m'a rappelé pas mal de choses, pas mal de tentatives qui ont été mises en place entre les SS2I sur le partage des candidats. Et ça a toujours des projets qui ont été avortés, qui ne sont pas arrivés à terme ou à maturation, parce qu'effectivement, donner des candidats, recevoir des candidats, c'est toujours un sujet qui peut être un petit peu touchy entre différentes entreprises. Toi, tu as eu des cas similaires un petit peu, Rassam? Tu as eu des expériences similaires dans les Bah, cabinets, peut-être que... non, en fait, moi, j'étais pas en SS2I, comme tu le sais, donc je sais pas trop, tu sais, c'est genre partage d'interco. Alors oui, il y a eu des plateformes où il y C'était a eu ça, ouais. à chaque fois des gens qui revendaient des gens dispo, qui revendaient à Ouais, c'est ça, d'autres, c'est et donc ça. ça Ouais, rajoutait ouais, des ouais. intermédiaires. Donc Ouais. c'est la seule expérience que j'avais. Après, depuis que je suis arrivé dans le monde un petit peu plus startup, c'est les newsletters, les talent letters que je connaissais un peu plus dans ce Ouais. modèle-là. Et puis, oui, je connais, j'ai eu l'occasion de discuter aussi il y a quelques années avec Alice. Donc, j'ai eu l'occasion de voir ça. Et moi, ce qui m'intéresse vachement à travers ça, c'est aussi comment les recruteurs bossent ensemble entre eux quand ils sont dans la même boîte et C'est quand cool, ils sont ça. aussi collègues. Dans des boîtes, ouais. Ouais. Enfin, tu vois, est-ce que tu partages tant que ça avec d'autres recruteurs qui ne sont pas dans C'est ta ça. boîte? Ça pose des beaux débats. Hop, bah, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va faire entrer bien Carrément. sûr, Alice. Attends, ah non, Durand, je mets bien son nom de famille. Et puis elle va venir directement avec nous. Clac, image. Salut Alice! Hello. Est-ce que tu nous entends? Hello! Ouais, Ah, très bien, et vous? salut. C'est cool, content de te recevoir. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé un bon week-end toi aussi, Alice? Oui, très bon. Très bon. Repos, famille, tout ce que j'aime faire. Un Top. petit peu de sport, mais Un petit peu de sport aussi. ouais, Je, toujours. je suis très content que tu aies accepté notre invitation. Je suis très content que tu sois disponible pour parler un petit peu de ton projet, pour Ouais, parler un très petit peu cool. de tes valeurs, de ce que tu as voulu mettre en avant, parce que ça concerne un peu le recrutement et c'est le thème, c'est le cœur de Recruiter in the House. Surtout que tu as un projet qui est assez particulier, on va le développer ensuite après, mais il y a pas mal ça va toucher pas mal de thèmes. Ça va toucher autant la diversité, que ça peut toucher l'aspect collaboratif, que ça peut toucher le business, ça touche aussi l'entrepreneuriat, ça touche le referral, ça touche énormément de sujets qu'on va pouvoir traiter, tout ça autour d'un socle commun qui est ton projet. Et je pense que peut-être pour le début du live, tu pourrais peut-être nous faire une présentation de qui tu es. Moi, je l'ai eu un petit peu en Ouais, off, mais de savoir qui est Alice et qu'est-ce qui l'a amené à monter un projet tel que Recruiters Club. ouais, tout à fait. Alors, pour parler un petit peu plus de moi, alors moi, je viens pas du tout du recrutement et j'aime bien commencer comme ça parce que je pense C'est que c'est ça, très ouais. important. C'est quelque chose qui a nourri beaucoup Recruiters Club aujourd'hui, c'est le fait que je viens pas du tout avec une perspective et un background de recruteur. Moi, j'ai fait des études scientifiques et à la base, pas du tout entrepreneuriale. Vraiment, moi, j'étais persuadée que j'allais faire médecine, j'ai toujours suivi les règles, très Ouais. académique, je sortais pas des lignes. Donc voilà, vraiment Tu as fait assez une standard. terminale S? J'ai fait S, Ouais. et en fait, voilà, c'est après le bac où j'ai un petit peu dévié. J'étais persuadée de vouloir faire médecine, mais à l'époque, je faisais du tennis depuis que j'avais 5 ans. Ok. Et en fait, en France, il y a vraiment pas de système qui permette de faire du tennis à haut niveau et des études. Et donc, généralement, on fait un choix entre tennis professionnel ou études. Et le seul système qui existe pour un peu pallier, pour continuer les deux, c'est de partir aux États-Unis. Et donc, en fait, moi, Ok. j'ai été recrutée dans une université américaine Ok. pour jouer en division 1 de tennis, donc comme font les joueurs NBA dans les séries américaines et tout ça. Lourd. Et en parallèle, continuer mes études. Ok. Donc, je suis partie à Berkeley, aux États-Unis, mais voilà, je continue toujours mes études de bio-ingénierie, donc toujours C'était où aux très États-Unis? scientifique. Berkeley. Berkeley, Ok, c'est à ok, côté ok, de San ok. Francisco. Ok. Ouais. L'ennemi de Stanford. Oh. Ouais, ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc, bien que, voilà, j'étais pas non plus dans une filière classique parce que j'étais partie aux États-Unis, mais pour moi, je continuais quand même à faire quelque chose d'assez standard, pas bien différent. Et en fait, au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que je voulais pas vivre aux États-Unis, que je voulais rentrer en France. Donc, je suis rentrée en France. J'ai postulé pour médecine, la passerelle, et ils m'ont dit non, aucune chance. Nous, on prend
que des personnes qui ont bac plus 5 et bac plus 4. Donc, reviens en P1. Moi, j'ai fait c'est mort. Je reviens pas à la première année. Et donc, j'ai regardé un petit peu des masters. Il y avait un master en bio-ingénierie entrepreneuriale. Donc, c'était comment monter en fait des business dans les biotechnologies. Ok. Donc là, j'ai pris ce parcours-là et C'est ça a un peu été ma touffu quand première même. exposition, à l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment là où en fait, naturellement, je me suis dit, ok, c'est quoi l'entrepreneuriat? M'intéresser à ce que c'est de monter une boîte. Et c'est plutôt les différentes opportunités dans ma vie qui m'ont mené à être entrepreneuriale que voilà, je suis pas née avec une vocation, je veux monter ma boîte, je veux être entrepreneur. C'est plutôt ça. Et je pense que mon parcours sportif m'a vraiment Ouais. mis dans cette personnalité-là, parce qu'en fait, quand tu es sportif, tu es en quête de challenge en permanence, tu aimes la compète, tu aimes bien commencer des choses à zéro, te fixer des objectifs, banaliser l'échec, hein, gros point. Donc du coup, je pense que ma personnalité était particulièrement adaptée à l'entrepreneuriat. Donc quand l'opportunité s'est présentée, j'y suis allée. Mais je suis pas née en me disant je veux être entrepreneur. C'est une idée que j'ai aussi. Est-ce que c'est une idée qu'on t'a soufflé? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que tu t'en es rendu compte qu'il y avait des grosses passerelles entre les sportifs, pas de haut niveau, mais les plus ou moins pros, comme le parcours que tu as pu avoir, et les qualités qui peuvent être transversales pour un entrepreneur? Et comme tu l'as dit, hein, le dépassement de soi, aimer les chiffres, aimer la compétition, aimer le challenge, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti toi-même, ou tu as déjà vu des sources, des écrits ou des choses qui t'ont dit, ah bah tiens, moi je suis une Ouais, non, sportive, là, je pense malheureusement, que je trouve qu'il n'y a pas assez d'exemples c'est ça. de sportifs qui ont fait de l'entrepreneuriat. Moi, c'est quelque chose auquel je participe aujourd'hui et ça m'est très cher de pouvoir aider des sportifs à faire une reconversion Ah, tu le et fais aussi? Ouais, Ok. j'aide des personnes, soit de mon entourage, soit aussi d'autres personnes qui me sont contactées du sport, qui aujourd'hui ont du mal à se réintégrer parce que d'un côté, les entreprises arrivent pas tellement à valoriser et à lire Ouais, leur parcours, hein. Et de leur côté, eux, ils savent pas se vendre. C'est-à-dire que je leur dis, ouais, mais tu pourrais faire du sales. Et ils disent, mais moi, j'ai jamais fait du sales. Je lui fais, mais si, mais typiquement, c'est un métier qui est ingrat, qui est difficile au départ, où il faut vraiment être endurant, il faut y aller, mais c'est méritocratique. C'est ouais, typiquement le sport. Voilà. Et un sportif, on peut lui demander de répéter 15 000 fois la même chose, il a c'est aucun ça. problème. Et Il toi, a cette Hassan, patience à l'effort. t'as fait du sport Je aussi suis plus jeune? Ouais, les croisés, tu connais. C'est Euh, vrai, un petit peu, ouais. non, non, j'ai fait du, non, enfin, oui, j'ai fait du sport, j'ai fait de l'EPS, quoi. Mais toi, j'ai fait du tennis, je fais du tennis et du foot, les grands classiques, mais t'as arrêté, du coup, à quel moment tu t'es dit que t'allais pas devenir pro au tennis? Ouais, alors, je me suis jamais posé la question d'être pro. J'étais dans une famille qui m'autorisait pas vraiment à penser à être pro. Donc, je pense que je me suis jamais projetée là-dedans. Et après, au fil de ma carrière, d'une part, il y a le niveau, hein. Je pense qu'il faut être humble. Il faut se dire que même si j'avais essayé à 100%, je pense pas avoir, pouvoir atteindre ce niveau pour en vivre vraiment. Parce que pour en vivre, hein, c'est pas, faut être dans les 100, 150 premiers mondiaux. Il y en a qui en vivent en étant dans les 400 premiers, mais c'est la survie, je pense. C'est vraiment pas facile, plus que vraiment en vivre Ouais, mais sereinement. tu vas quand même aux États-Unis, donc tu y crois quand même. Tu vas aux États-Unis, c'est quand même un beau versement. Ouais, mais je l'ai toujours vu comme c'est une manière pour moi de m'ouvrir des portes, des opportunités professionnelles, académiques. C'est un tremplin versus c'est ma fin en soi. Et puis voilà, le sport, c'est un style de vie, hein, Moi, j'ai des potes, ils surtout dans le mettent 3 buts tennis. en bas du bâtiment, ils mettent 3 buts, ils pensent qu'ils vont être joueurs mondial. Et toi, tu vas aux États-Unis, machin, tu fais un sport-études et tu dis non, moi, je pense Tu pas. t'as appris à bien parler, t'as un bel accent anglais ou pas? Parce que Michael essaie de Very good. s'inspirer là un petit peu. Ah, very good. Very good accent. Ouais. On peut passer à un autre sujet. T'entends, Michael? On peut passer à un autre sujet. Je pourrais Va, te donner des va, cours On si a, tu veux. va on à a- Berkeley. Vous allez voir, je vais revenir plus fort, vous allez moins faire les malins. Et donc, aux États-Unis, il y a un événement qui fait que tu t'arrêtes Non, l'événement, c'est 4 ans passent parce que voilà, la bourse c'est sur 4 ans, le bachelor c'est ouais. sur 4 ans. Donc au bout de 4 ans, il y a qu'est-ce que je fais ensuite? 4 ans passent et en fait, je me reconnais pas forcément dans la culture américaine. J'ai envie de rentrer Ok. en France. Moi qui n'avais pas du tout été chauvine avant, je rentre en étant j'adore la France. Ouais. Donc je rentre et là, je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Et je regarde un peu toutes les passerelles. Et c'est là où vraiment je sors de ma ligne classique de base. Parce qu'avant, quand on est en
France, on pense à prépa, on pense à fac, on pense à Ouais, voilà, c'est les ça. filières classiques. Et c'est là où je me suis dit, en fait, prépa. exactement, comme je reviens avec un diplôme qui est différent de tout le monde, à la rigueur, je me suis dit, bon, bah, porte ouverte, on tente, et j'ai postulé, d'ailleurs, le master dans lequel j'ai été prise n'était pas ouvert aux externes, mais j'ai postulé, en fait, par un site web où je savais que les internes postulaient, et j'ai réussi à faire voir mon dossier, et on m'a accepté. Ok. Et je pense que d'ailleurs, c'était peut-être la première action un peu entrepreneuriale, Ouais, un c'est peu le premier hack un petit peu. hacking, de me dire, ouais, exactement, de me dire, je vais pas faire le schéma classique. Et depuis, ça m'a jamais quitté, en fait, Ok. de me dire, avant d'essayer, on sait pas, et qu'est-ce que tu perds, quoi, à essayer, cette mentalité. Tu as quel âge à ce moment-là? Quand je reviens des États-Unis, j'ai 25 ans, 24 plutôt. Non, je dis n'importe quoi. 22 ans. J'ai 22 ans 22. et je fais un master pendant 2 ans. Et c'est juste après, c'est à la fin de ce master que je lance Recruiters Club. Donc, comment ça se passe alors? Moi, je sais, tu m'en as parlé Ouais, en off, mais tu avais un premier projet, c'est comment c'est ça? venu? Exactement. En fait, mon stage de fin d'entreprise, je bosse sur un sujet de mobilité interne dans les grands groupes. Et un sujet qui m'a passionnée. Ça m'a vraiment étonnamment, parce que je m'étais jamais penchée sur le RH ou l'humain Ok. dans une entreprise. Mais là, je me disais vraiment, mais c'est dingue, dans ces groupes, les gens évoluent, on change de compétences, on change d'aspiration, et mine de rien, c'est toujours mal foutu l'évolution de carrière dans les groupes, et ils continuent à mettre tout leur effort dans du recrutement versus la mobilité interne. Et donc, je me dis, il y a vraiment un truc à faire. Et donc, je sors de ce stage de fin d'entreprise en me disant, OK, je vais lancer ma boîte, je pars sur ce projet de mobilité interne. Je passe 2 mois à ratisser large dans le secteur RH, donc je regarde le recrutement, et puis très vite, je me dis, OK, il y a trop de monde dans le recrutement, c'est mort, j'y vais pas. Ouais. Je mets ça de côté, et je regarde le RH, j'interroge des startups, des grands groupes, des SS2I, des fonds d'investissement, et je fais un peu mon étude de marché. Et je commence à trouver une première idée où je me dis, OK, sympa, je vais lancer un MVP. Et donc là, je cherche un dev pour faire mon premier MVP. Donc, je me mets sur les plateformes de recrutement. Bon, je suis un peu perdue. Je vois plein de profils, mais je me dis, ouais, mais je vois sur ça, je vois la description, mais en soi, je sais pas vraiment ce qu'ils valent. J'avais pas de sous en plus. C'est les termes techniques un peu qui te bloquent peut-être? Pas du tout. C'était. Ok. C'est comme quand vous regardez un appart sur Se Loger ou Airbnb, vous voyez bien des trucs, mais il n'y a pas le feeling qui vous dit que vous avez vraiment une compréhension globale de la personne, où vous sentez un peu ce qu'est la personne. J'avais du mal à me dire, OK, je vois qui c'est, je vois le profil. Et donc, du coup, là, j'appelle une de mes potes, Natacha, qui était tech recruteur, ou je sais pas si elle était déjà tech, mais en tout cas, elle était recruteur chez Doctolib. Et je lui dis, écoute, Natacha, cherche des profils, je sais que tu en vois plein, mais est-ce qu'il y en a que tu prends pas, mais qui sont quand même bons? Elle me dit, ouais, carrément. Et donc là, je raccroche avec Natacha et je me dis, mais c'est dingue, en fait. C'est vrai, tous ces profils qui sont qualifiés par des gens ultra compétents, et les recruteurs, ils ont passé vachement de temps à les qualifier, et malheureusement, ça va pas mener à bout. Et de l'autre côté, les candidats, ils repartent déçus et ils refont les mêmes process dans chacune des boîtes. Je me suis dit, il y a une incohérence quelque part. Et donc, voilà, je me souviens très bien que le soir, je fais un footing. Puis l'idée me trotte. Ouais. Je me dis, non, mais vraiment, il y a un truc à faire. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, OK, je vais lancer un side project. J'ai appelé un de mes amis qui était, une connaissance à l'époque de par mon master, qui avait sa boîte. C'était Doctrine à l'époque. Je lui dis, écoute, voilà, toi, tu es un des fondateurs. Si les profils arrivent à toi, c'est qu'ils sont bons. Envoie-moi les CV de tous ceux que tu as trouvé bons, mais que tu n'as pas pu embaucher. Et moi, je vais les aider à trouver un poste. Et je lui dis, est-ce que voilà, il y a une boîte que toi tu regardes, que tu respectes, ou dont tu aimerais voir les CV? Il me dit Algolia. Je connais pas Algolia, mais bon, je vais voir Algolia et je leur dis, bah voilà, j'ai parlé à Doctrine, ils seraient chauds pour essayer. Montons un vivier commun de talents. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a déjà des relations établies entre les recruteurs. Que Doctolib regarde Algolia, que Algolia regarde Content Square ou blablabla. Et donc, sans même connaître Ou du tout Blablacar. Très bon. Qui est d'ailleurs Merci, je suis là que pour ça. personne Je suis là, 100% de ma mission, c'est ça. T'as placé ta blague, c'est bon. ROI, Mais de manière plus précise, c'est un de tes contacts déjà, le premier fondateur que tu. Le premier fondateur, Ouais. c'est un de mes contacts. Ok. C'est un de mon réseau. Tous les suivants, je les connaissais pas. Ok. Et ensuite, Algolia, Donc, comment tu les as c'est vrai tu les qu'ils as ont été approchés très comment? ouverts.
Algolia, je crois que T'envoies un j'avais mail, demandé à mon premier contact, Ouais. est-ce que tu as un recruteur que tu connais là-bas et que tu respectes plus qu'un autre, ou voilà, que tu trouves compétent et que tu trouves quali. Et je crois qu'on m'a donné un nom et j'ai contacté sur LinkedIn. J'ai vraiment fait tout sur LinkedIn, moi. Ok. Et je pense que la manière dont je décrivais le projet, peut-être que ça les intéressait à l'époque, peut-être que voilà, je m'étais quand même assurée que c'était un process qui existait déjà et qu'il faisait déjà manuellement, parce que je crois pas à inventer un business de toutes pièces. Il y a peut-être que Steve Tu veux Jobs pas, qui a fait ça. tu Mais veux pas réinventer pour la moi, roue. un business, il existe, il est déjà fait, mais il n'est pas optimal. Et le Ok, business d'accord. est là pour optimiser un process qui est déjà fait. Et donc, voilà, je me Et dis, ça, c'est des est-ce que choses toi, que tu tu as appris recommandes déjà des en. profils? Pardon, parce que je suis désolé, je coupe beaucoup les Non, gens, bien sûr, mais vas-y. j'essaie vraiment. C'est un truc que tu as appris pendant ta formation? C'est un truc. Tu as eu un instinct comme ça un peu naturel? C'est comment tu t'es dit, ouais, je vais creuser, je vais Non, tirer sur en ça, fait, en fait. ouais, moi dans ma vie, je suis plutôt quelqu'un de minimaliste et Ok. j'aime bien optimiser les choses. Et donc, je n'aime pas, je suis pas non plus dans la surconsommation des choses et donc le business pour le business. Je pense qu'il s'agit d'optimiser, mais rajouter des services dont on n'a pas besoin, se convaincre qu'il y a tel produit qu'on devrait acheter alors qu'on n'en a pas vraiment besoin, c'est pas trop ma philosophie. Donc, je pense que naturellement, moi, je me disais, je suis là pour faire un business qui est vraiment utile. Si d'ailleurs il y a quelqu'un qui le fait déjà, tant mieux. S'ils le font mieux que moi, encore mieux. Je vais aller ailleurs. Donc, je suis aussi très ouverte à la compétition et que quelqu'un vient de me dire je le fais mieux que toi, et je me dis ok, très bien, alors comment on le fait ensemble ou comment moi je vais ailleurs. Mais en vrai, je suis plus là pour créer un service qui sert, et puis si j'ai pas ma place, tant pis, j'irai ailleurs, mais pas non plus ajouter des services dont on n'a pas besoin. Donc je pars toujours du principe que il faut que le service existe déjà, ou le concept existe déjà. Petite synthèse, parce que je vois qu'il y a une dizaine de personnes qui nous ont rejoints là sur les 5 dernières minutes. Peut-être sur ce qui s'est été dit, il y a 3 choses qui m'ont marqué. Le premier, c'est que c'est assez rare, je pense. Alors, l'entrepreneuriat tout droit sorti d'école, ça, c'est pas ultra rare, même s'il y a quand même souvent des petits passages en consulting, en strat, avant de lancer sa première boîte. Donc ça, c'est quand même plutôt nouveau. Et c'est surtout le lancer dans le milieu du recrutement sur un business qui est aussi pragmatique, entre guillemets, sur quelque chose de très concret du recrutement. Ça, je trouve ça assez fort. Je vois que du coup, Natacha a été le bêta-testeur. Les fonds de tiroir de Doctolib ont été peut-être les premiers. Non, mais et le deuxième truc que je trouve intéressant. Pourquoi Doctrine, c'est Doctolib? Non, rien à voir. Non. Doctrine, c'est Ok. ensuite. Non, Doctolib, non, parce Ouais. qu'elle disait qu'elle avait discuté avec Natacha qui C'est vraiment une discussion avec Natacha Ok, qui a d'accord. et que effectivement l'idée est lancé peut-être le truc. venue, Complètement. est arrivée. Et il y avait un autre truc que je trouvais assez cool et intéressant dans ce que tu as dit, c'est quand même, de mettre. J'imagine bien que, quand tu avais approché aussi Doctolib, quand nous on avait discuté à l'époque et tout, mais même j'imagine Algoliac, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Entre les recruteurs, très souvent, quand tu as un candidat qui te dit ouais, je suis aussi en process avec, et il te sort les top 3 des autres boîtes, forcément, tu as un espèce de biais positif envers lui, en mode ah bon, faut aller vite, etc. Et donc, si quelqu'un arrive en mode je te donne que des gens qui sont en process. Après, bon, le truc, c'est qu'a priori, ils n'ont pas été retenus de ces boîtes-là, et c'est là tout le petit truc. Après, on pourra y venir. Ouais. Voilà, c'était la petite synthèse que je voulais faire, que je trouvais sympa. Voilà. Ouais, donc, je fais pas que des vannes. Non. Moi, je sais, j'ai fait quelques lives avec toi et souvent pertinent. Merci Sayada. Ça, je m'appelle Sayad 2. Alors, du coup, je vous ai coupé. Ouais. Ah bah il s'en va carrément. Voilà, je l'ai vexé. Ouais. Il va souvent chercher une banane à ce moment-là, soit une banane, soit le casse-croûte de 19h, on l'a tous, à 19h le casse-croûte. Tu vas chercher ta banane? Non, c'est que il y avait plus de batterie et donc du coup, c'est bon, tout est cool. Du coup, oui, je vous ai coupé sur cette première phase où tu commençais à discuter avec les premières boîtes. Ouais, c'est ça. Là, j'étais vraiment sur la preuve du modèle et même moi, quand j'ai pensé au concept en gros, on recycle des candidats, on se partage des candidats qu'on n'a pas retenus. Bien sûr que moi, j'avais les mêmes a priori que tout le monde. Mais s'ils sont rejetés, est-ce qu'ils sont vraiment bons? S'ils sont rejetés et qu'en plus, c'est toutes les boîtes qui se connaissent déjà, est-ce qu'ils ne sont pas déjà vus? Donc, moi-même, j'avais besoin un peu de me prouver ce truc. Donc, je me suis dit, je vais lancer un side project. Je vais partir avec une petite communauté qui se connaît, dont je sais qu'ils sont quali.
et on va voir ce que ça donne. Et donc, j'ai mis ensemble Doctrine, Doctolib, il y avait Blablacar, Content Square et Open Classroom et Dataiku. Voilà, c'était vraiment mes premières dizaines de boîtes où je leur ai dit envoyez-moi des candidats et vous recevrez une newsletter des candidats recommandés par les autres. Et donc, cette première un peu preuve de concept, elle m'a permis de valider qu'il y avait des candidats recommandés, c'est-à-dire que en fait, les recruteurs recommandaient effectivement des candidats, que les candidats étaient bons. Hein. Alors, ça peut être aussi biaisé parce que c'était moi aussi qui les regardais à l'époque, mais bon, j'avais quand même une capacité pour voir que les backgrounds étaient intéressants, que les compétences étaient effectivement bonnes, qu'ils sortaient de boîtes intéressantes, et surtout, au travers d'une première newsletter où en fait j'envoyais les candidats très simplement, hein, voilà, moi je passais mes journées à faire des Mailchimp pour créer des petites cartes candidats et mettre le lien, il y avait déjà eu des premiers recrutements. Donc je me suis dit, ok, c'est ma première preuve de concept, j'ai des candidats recommandés, j'ai des recruteurs qui ouvrent la newsletter, j'ai des recrutements qui se font. Et donc c'est sur ça que j'ai vraiment bâti Recruiters Club. Et là, ça a été très important de choisir un peu mon approche, parce qu'il y a deux approches qu'on peut avoir. On peut avoir l'approche vraiment volume, ultra tech, c'est-à-dire je vais chercher tous les recruteurs de France et je leur demande tous de recommander, et on fait du volume, et il y aura des recrutements et on mise tout sur la tech. Ou alors l'approche un peu plus, je reste dans une communauté quali, où c'est moi qui vais chercher les recruteurs qui recommandent, où j'apprends à les connaître, où je valide les candidats, voilà. Et j'ai choisi la deuxième approche en me disant que l'important, c'était de continuer sur cette valeur de quali et de continuer à apprendre des recruteurs et à apprendre à les connaître. Et donc, à travers ces 10 boîtes, j'ai continué à me dire, OK, c'est moi qui vais aller contacter les boîtes, je vais apprendre à connaître les recruteurs, je vais regarder s'ils sont quali. Donc, je me suis aussi posé la question sur ça veut dire quoi d'avoir des recruteurs qualitatifs, d'avoir une structure de recrutement qualitative. Et donc, c'est moi qui choisissais un peu qui rentre dans le réseau, qui rentre pas. Et donc, j'ai fait grandir le réseau. Et petit à petit, bien sûr, le volume de candidats a grandi et il y a eu de plus en plus de recrutement. Mais à chaque fois, c'était très important. Moi, je faisais un appel avec tous les candidats. Et ça, c'est un point majeur du service de Recruiters Club aujourd'hui, mais aussi au départ. C'était toujours faire attention à faire l'appel avec les candidats parce que ce que je me rendais bien compte, c'est que la raison pour laquelle les recruteurs me recommandaient des candidats, c'était pas tant à l'époque pour voir les candidats des autres, c'était surtout pour améliorer l'expérience candidat. Et très vite, j'ai compris ça, et très vite, c'est ce que je vendais. J'allais voir les recruteurs en leur disant, vous êtes recruteur de grandes entreprises, enfin de grandes scale-up, vous voyez beaucoup de candidats, vous valorisez votre expérience candidat parce que vous êtes sensible à la marque employeur, à ce que les gens disent de vous, à l'expérience qu'ils vont avoir en quittant votre processus. Donc, recommandez-moi des candidats. Moi, je vais les avoir au téléphone. Je vais faire en sorte que finalement leur expérience ne finisse pas sur un non et je vais les aider à trouver un poste. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir le premier pool de candidats. Et une fois que j'ai eu une régularité de candidats toutes les semaines, je me suis dit, OK, bon, mine de rien, ces candidats, si je veux vraiment les aider, il faut qu'il y ait des entreprises qui recrutent. Et c'est là où j'ai ouvert vraiment le flux, le vivier à d'autres entreprises, cette fois-ci plus petites, qui vraiment étaient plutôt intéressées par recruter. Et je me suis retrouvée avec une marketplace, en fait, avec des gens qui recommandent, un vivier de candidats et des gens qui recrutent. Peut-être une petite précision ici avant qu'on continue sur le mode le procédé, parce que j'ai eu des questions en off là-dessus et je voulais juste peut-être que tu reconfirmes. Donc, l'idée, c'est que moi, je suis recruteur, je viens de faire un no-go à un candidat. À ce moment-là, je l'appelle et je lui dis, OK, bon, ça va être mort pour nous pour telle raison. Par contre, je vais t'envoyer un lien. Ça s'appelle Recruiters Club. Tu auras accès éventuellement, si tu acceptes de te connecter et de te créer un compte, à d'autres startups et qui vont te contacter, etc. Et pour machin. Et donc, c'est quand même le candidat qui doit faire action de se connecter. Ouais. C'est pas sans lui demander, on partage son profil et ses infos avec toi. Ouais, non, tu as raison, c'est important de parler de la pratique aussi parce que ça permet de voir aussi comment on se différencie face à une recommandation plus classique. Nous, la première étape, et j'aime bien commencer par ça, c'est moi, je fais toujours un appel pour connaître la boîte. Donc, je regarde qui est la boîte, combien il y a de recruteurs, est-ce que c'est des recruteurs qui sont expérimentés, est-ce que quand je leur parle, ils sont sensibles aux candidats, ils ont quelque chose à faire de l'expérience candidat. Une fois qu'on a pu valider la boîte, ils rentrent dans le réseau. Ensuite, ils peuvent recommander des candidats. Donc, on a des règles spécifiques. Il ne faut pas de triage sur CV. Il faut qu'ils les aient vus.
Il faut que ce soit des candidats qu'ils aient appréciés, qu'ils trouvent bons. Il faut que ce soit des candidats à qui ils ont dit non pour des raisons autres que mauvais comportement, mauvaise éthique, bah, des choses vraiment no-go pour tout le monde. S'ils veulent le recommander, ils leur envoient un lien d'inscription. Donc nous, on ne connaît pas les candidats avant qu'ils ne s'inscrivent. C'est le candidat qui va sur ce lien, là où on lui explique exactement ce qui va se passer avec nous. Il s'inscrit et là, on a un appel avec eux. Et ensuite, on partage leur profil sur une plateforme. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de dire que non seulement on valide les boîtes, mais aussi on valide les candidats et c'est dans une démarche volontaire du candidat de s'inscrire. Quand tu parles d'expérience candidat et que tu vois qu'il y a un potentiel, à ce moment-là, tu es opportuniste ou c'est vraiment des valeurs qui sont en toi d'aider un candidat au-delà de son processus avec une boîte en particulier? Ouais, alors, faut être complètement honnête, je me suis pas dit que j'allais lancer une asso et que j'allais faire quelque chose si je voyais pas aussi une opportunité entrepreneuriale. J'étais quand même dans une démarche entrepreneuriale. Après, l'opportunité que moi je voyais, c'était que j'étais vraiment, j'adore l'optimisation et j'étais vraiment frustrée de me dire que c'était incohérent que des candidats aient passé autant de temps dans un processus et que des recruteurs aient passé autant de temps à les qualifier et que ça n'aboutissait pas et que du coup ça menait à rien. Donc moi, c'était plutôt de me dire, mais c'est complètement bête, les pauvres, ils vont devoir refaire la même expérience, donc comment on peut les aider? Comment on peut revaloriser en fait cette expérience-là? Donc j'ai plutôt vu une opportunité de me dire comment on revalorise un travail qui aujourd'hui est complètement perdu des deux côtés en fait. Ok, c'est cette dilution de la valeur ajoutée que tu as vue ici et là dans des entreprises que tu Ouais. penses. Ouais, ok. Ouais, complètement. Complètement. Ok, top. Euh, Et donc, et- J'avais une question, alors c'est peut-être un peu se projeter loin dans le truc, mais est-ce que tu as vu une différence entre le marché des candidats qui voulaient éventuellement rentrer dans la sphère startup de certaines, alors on disait Algolia, Content Square, je crois, Docto, c'est Dataiku, etc. le Next 40, quoi. Ouais, mais à l'époque, tu vois, j'imagine, il y a 3-4 ans, tu es un dev, un lead dev, tu viens de te faire recal par une de ces boîtes-là. Tu peux effectivement être très excité à dire, ouais, vite, je vais rentrer en connexion avec les 4 autres belles startups, parce qu'il y en avait à la limite un peu moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un truc où ça pleut de partout, 27 licornes, je sais pas combien de machins, etc. Est-ce que tu n'as pas vu les candidats un peu en mode, ouais, so what, j'ai pas besoin de ton truc, de toute façon, j'ai juste à lire mon email. Est-ce que tu as senti côté candidat, pas recruteur, mais côté candidat, une différence sur les dernières années? alors je dirais que avec les années, ça va plutôt en notre avantage. Alors d'une part, faut être aussi, faut dire qu'on convient sans doute pas à tous les profils. Hein. Il y a encore des profils qui n'auront pas besoin de nous et d'ailleurs c'est très bien. Encore une fois, hein, moi s'ils n'ont pas besoin de nous, tant mieux et j'ai pas envie de leur faire perdre leur temps. Donc je pense que des devs déjà sursollicités ou qui connaissent déjà très bien le marché, peut-être n'ont-ils pas besoin de nous et ça tant mieux. Mais il y a pléthore de candidats qui connaissent mal l'écosystème de Startup Scale-up, encore moins aujourd'hui où il y en a toujours des nouvelles licornes. Et donc c'est de plus en plus difficile de se dire ok, mais qui sont vraiment les bonnes et comment je choisis parmi toutes ces offres-là. Donc je pense que nous aussi, on leur permet de pouvoir naviguer dans cet écosystème qui est de plus en plus gigantesque, peu structuré encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a plein de candidats, ils sont recommandés parce qu'ils ont postulé à un poste qui finalement leur convient pas tellement. Et nous, on leur permet de revoir avec eux, bah, ok, tu as été recommandé sur ce profil, ça l'a pas fait parce que en vrai, le product management, c'est pas vraiment fait pour toi, c'est peut-être plutôt ce poste-là. Et on les repousse sous un autre poste pour les aider un petit peu à naviguer au travers de cet écosystème. Donc, je pense que c'est plus à notre avantage aujourd'hui la multitude de startups et de scale-up qui existent et dont on parle, parce que plus le marché est grand, hein, plus c'est difficile de naviguer dedans. Et j'ai une question, parce que je vois une question de Neonumba qui lance un peu le sujet, je pense, sur un des topics qu'on voulait creuser, à Ouais, savoir, c'est ça. est-ce qu'on nourrit pas un espèce d'entre-soi et la Ouais. diversité là-dedans, machin, etc. On peut y aller, après on pourra revenir sur autre chose, mais est-ce que déjà, toi, tu as un biais, entre guillemets, parce que tu veux les belles boîtes. Donc, tu as dit Doctrine, tu as dit Dataiku, tu as dit Algolia, tu as dit Doctolib. Nous, on a un biais parce qu'on se dit, OK, ce candidat, là, il est en process avec les autres boîtes, donc forcément, il est bon. Et derrière,
les autres qui n'ont même pas encore eu l'occasion ni de connaître, ni parler à toi, ni parler aux candidats, ni de parler à leur père, arrivent avec une espèce de triptyque de billets, genre c'est le candidat cool forcément parce qu'il est en process avec un tel. Et voilà, qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent en fait c'est cool ton truc, mais c'est finalement encore juste pour ceux qui ont les bons CV, qui sont en process forcément avec les bonnes boîtes, etc. Bon CV, bon réseau. Bon réseau aussi, évidemment. Ouais. Alors, moi, je me dis toujours, soit on voit le problème, soit on voit la solution. En fait, pour moi, le problème dans le référencement pour l'entre-soi, c'est que c'est les mêmes types de personnes qui recommandent. Si les mêmes types de personnes recommandent, à ce moment-là, tu te retrouves avec un vivier identique. Par contre, si les personnes qui recommandent sont de base déjà diverses, d'approches différentes, de backgrounds différentes, là, tu accélères la diversité par la recommandation parce que chacune va recommander des gens plus comme elle. Donc moi, je me suis plutôt dit comment on peut tourner ça comme un accélérateur de diversité. Bien évidemment, quand j'ai commencé, je suis allée dans un réseau qui se connaît, qui est similaire, mais en fait, très vite, Il était je me suis dit, très Alice Duranto, le réseau au début. Alice oui, il était très Duranto. Alice Duranto. C'est quoi Alice Duranto? Là, je dois dire qu'effectivement, les premières boîtes avec qui je travaillais, c'était des boîtes licornes qui d'ailleurs attiraient à peu près les mêmes profils ou recrutaient les mêmes profils. D'ailleurs, Rassam, tu le disais, c'est un peu la bataille en se disant ils postulent chez moi, mais en fait, ils postulent aussi chez ces personnes-là. Donc, effectivement, je pense que si j'avais resté à ces 10-là, c'est sûr, le réseau n'aurait pas du tout été divers. Néanmoins, très vite, je me suis dit, OK, dans ma qualification de boîte, et c'est quoi les points communs de ces boîtes-là quand je me dis qu'un recruteur est de qualité? Et ensuite, je l'ai porté sur des PME modernes ou d'autres entreprises un peu moins connues. Et je me suis dit, est-ce qu'ils cochent les cases aussi? Et je me suis retrouvée, moi, à ma grande surprise aussi, étonnée par des boîtes qu'on connaissait moins, mais dont je pensais qu'ils avaient eux aussi un process complet, un process structuré, des recruteurs expérimentés et qui sont rentrés dans le réseau. Ensuite, je trouve à nouveau que là où la diversité a pu s'améliorer, c'est qu'encore une fois, je pense que tout dépend de qui recommande. Vous pouvez avoir le vivier le plus divers que vous voulez. Si les personnes qui les reçoivent sont pas ouvertes d'esprit, il n'y aura jamais un recrutement divers. Donc, dans tous les cas, c'est pas l'intermédiaire qui vraiment va avoir le mot final. C'est le recruteur, soit qui recommande, soit qui recrute. Et je trouve que aujourd'hui, chez un Doctolib, chez un Content Square, j'aime à penser que les recruteurs sont de plus en plus ouverts d'esprit, déjà conscients des biais qu'ils ont, conscients qu'il faut plus de diversité dans leur entreprise, et donc eux-mêmes essayent d'aller chercher et d'aller chasser ailleurs. D'ailleurs, en plus, c'est une telle guerre de la chasse aujourd'hui qu'ils sont un peu obligés d'aller chasser ailleurs. Donc, étant donné que moi, je me base sur ces recruteurs-là internes qui sont dans des boîtes où il faut aller chasser ailleurs, qui sont dans des boîtes où il faut avoir plus de diversité chez eux, quand ils me recommandent des candidats, forcément, ils me recommandent des candidats que mes autres partenaires n'ont pas encore vus, ne sont pas encore allés voir et qui sont généralement plus divers. Donc moi, j'aime à penser que finalement, plus je travaille avec des boîtes qui sont conscientes de leur diversité et qui font eux-mêmes des efforts de diversité, plus le flux qu'elles m'amènent est divers et plus je mets en avant des profils que d'autres boîtes qui n'ont peut-être pas de chasseurs internes, qui n'ont peut-être pas de recruteurs internes, qui ont moins de candidatures entrantes diverses, verraient alors qu'ils n'auraient jamais vu auparavant. Est-ce que, très bonne réponse, très claire. J'ai une question qui attaque un peu plus sur les flancs. Quelqu'un qui a été sorti d'une de tes boîtes clientes en premier entretien ou un candidat qui a été sorti après 4 entretiens, tu vas les présenter de la même manière sur ta plateforme? Alors, au départ, en fait, moi, je me suis toujours dit, je veux mettre en avant ceux qui réussissent beaucoup, mais je veux pas léser ceux qui réussissent pas. Je considère que les boîtes, je bosse tellement avec des boîtes que je trouve quali, que c'est des recruteurs qui, dès le premier entretien, ils peuvent dire, OK, en fait, t'es top, mais moi, je sais déjà maintenant que ça va pas le faire sur les autres processus. Il faut dire que j'ai essayé de rester objectif, donc moi, je regarde beaucoup ma data, et j'ai fait plein d'études sur tous mes candidats pour savoir est-ce que ceux qui sortaient du premier process étaient plus vus que d'autres? Est-ce que ceux qui sortaient du 4e process étaient plus vus que d'autres? Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, tous ceux qui allaient en tours finaux étaient nécessairement bons, mais ça ne voulait pas dire que quelqu'un qui sortait du premier tour ne l'était pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que tous ceux qui allaient en tours finaux, je mettais un petit hot en disant shortlisted.
mais sans faire de différence avec les autres. C'est-à-dire Ok. qu'ils n'étaient pas forcément plus haut dans le ranking, ils avaient juste une petite marque pour dire ils sont allés au bout. Mais voilà, moi je trouve que autant quelqu'un qui va au bout est généralement bon, autant quelqu'un qui est sorti du premier entretien peut l'être tout autant. Ok. Et c'est ça l'avantage de travailler avec des recruteurs qui sont bons aussi, c'est d'être sûr que la recommandation elle est qualitative. Est-ce que je peux peut-être engager la conversation sur le moment où toi, ton modèle, tu as commencé à y rentrer un modèle économique parce que Ouais. si j'ai bien compris, jusqu'ici, on était plutôt dans le POC et La de voir newsletter, ouais. s'il y avait une vraie demande et si le truc convertissait. Et peut-être en profiter pour te demander, parce que c'est vrai que nous, on s'est connus il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, je pense maintenant. À l'époque, on a commencé à travailler avec toi et ça n'a pas forcément bien marché et ça n'a pas hyper bien fini pour des raisons qu'on connaît et que tu pourras peut-être. La bagarre. La bagarre. Moi, c'est juste. La bagarre. Rentrer sur le ring. Rassam, il s'embrouille avec tous les mecs qu'on invite sur Recruiters Club. À chaque fois, je vais Rassam, il y a une personne, elle est trop bien, tout. Ah ouais, elle, mais il y a 2 ans, on s'est embrouillé. Là, c'est pas moi. Là, c'est moi, moi. je trouve que les relations ne sont que meilleures après, tu vois. Parce qu'une fois que tu as passé l'embrouille, Ouais, tu es c'est vrai. désinhibé, on a mis Ouais, les c'est choses à vrai. plat. Donc, Mais tu veux peut-être raconter soit d'abord l'expérience d'Octo ou le moment où tu as commencé à mettre puisque c'est à ce moment-là que les Ouais. conversations se sont tendues. Non, toi aussi, Nicolas, t'es le booba du game. On attend ton Ah bah, émission, de toute Nicolas. façon, dès Tu qu'il y vas a de arriver, l'argent, il y aura ça un recadre les spécial trucs. Nicolas Kalita, mec. T'inquiète pas. Donc ouais, vas-y, Non, mais ouais, raconte-nous pour un en peu. parler sur comment j'ai introduit le modèle économique, ça c'est important. Effectivement, au départ, en fait, je ne facturais personne. Et moi, ça a été vraiment super simple, la manière dont j'ai pensé au modèle économique. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, ça me demandait quand même du taf de faire tout ça. Mais bon, comme c'était moi, voilà, je testais mon expérience entrepreneuriale. Et puis ensuite, j'ai eu quand même des attentes de clients qui me recommandaient plus de candidats. Et donc, il fallait faire plus d'appels, plus de boîtes qui me demandaient de recruter. Donc là, je me suis dit, OK, en fait, il me faut quelqu'un qui m'aide à faire les appels. Donc, j'ai embauché un stagiaire. Donc, ça fait une première charge. Donc, je me suis dit, OK, première charge. Puis, au bout d'un moment, on me disait, est-ce que tu n'as pas un product manager? Est-ce que tu n'as pas un dev? Est-ce que tu vois? Et j'arrêtais pas de leur dire, mais regardez la newsletter du 22 février. Et en fait, je me rendais compte que le système de newsletter en venait à sa limite. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une vue générale de tous ceux qui pouvaient être contactés. Ils n'avaient que ceux de la semaine. Et donc là, je me suis dit, OK, il faut que je construise une première plateforme pour qu'ils aient juste un listing. Donc ça, c'est ma deuxième charge. Donc à partir du moment où j'ai commencé à avoir des charges, je me suis dit, OK, en fait, il y a du travail qui est fait. Moi, je dois survivre. Et donc, j'ai mis en place un business model. Bien évidemment, j'ai regardé quels étaient les business models, la commission moyenne de tous les cabinets de recrutement, et j'ai placé mon modèle en fonction par rapport à ce que je pensais que j'apportais et le travail qui m'était demandé. Et donc, c'est là où j'ai mis un premier business model au succès. Avec vous recommandez, vous accédez aux candidats, si vous recrutez, je prends une commission sur l'embauche, qui est de l'ordre de 15% du package annuel brut. Et effectivement, c'est là où ça a bloqué avec Doctolib. J'ai eu une conversation du coup avec ton manager qui était vraiment sur nous, ça nous va pas, on te recommande des candidats gratuitement et derrière, tu te fais de l'argent dans notre dos. Ça, bien sûr, c'est un truc que j'entends tout le temps mais qu'est-ce qu'on y gagne? Mais est-ce que en fait, t'es pas un intermédiaire qui te fait de l'argent? Voilà. Moi, j'aime pas dire et c'est d'ailleurs faux, je ne vole pas de candidats, je ne pille personne. Les personnes qui me recommandent des candidats savent très bien ce qu'elles font et d'ailleurs, si elles ne veulent pas m'en recommander, elles ne m'en recommandent pas. Je n'en prends à personne qui ne veut pas me les recommander à la base. Et les gens qui me recommandent des candidats savent pourquoi ils me les recommandent. Ils me les recommandent parce qu'ils pensent que je vais les aider à créer une meilleure expérience candidat. Donc, chacun y a son intérêt. Je n'extrais pas de la valeur sans en donner. Bien évidemment, il y a la question, est-ce que tu te fais de l'argent? Moi, je considère qu'aujourd'hui, je revalorise un boulot qui n'est pas valorisé et que je permets de faire à échelle un processus qui manuellement est difficile à faire. Ça, c'est du travail qui est fourni, ça, c'est du taf et donc tout taf doit être rémunéré. J'aime bien regarder aussi les autres plateformes, Vous pouvez regarder Airbnb, vous pouvez regarder Gens de confiance. Toutes ces plateformes-là, elles vivent sur du contenu, sur des objets, de la valeur qu'elles n'apportent pas elles. Mais le fait de me mettre en relation, le fait de le permettre de le faire à échelle, forcément, est un travail rémunéré. Et c'est comme ça que moi, je le vois. Après, si j'étais en train... Moi, je valide complètement ton business model, mais juste pour faire l'avocat du diable, c'est comme si un petit peu, je disais aux gens sur Paris, moi, je récupère vos canapés sales. Voilà, si vous voulez changer de canapé, vous voulez pas appeler un déménageur ou pas de jeter, je récupère vos canapés. Et qu'après, on apprend que moi, je fais de l'argent.
peut-être beaucoup d'argent avec ces canapés que je récupère. Est-ce que tu comprends que les gens puissent un petit peu euh, se perdre entre la collaboration, entre l'altruisme que tu montes Ouais, en façade? L'expérience candidat va être géniale parce qu'aujourd'hui, vous allez aller au-delà du process de l'entreprise. Je suis très bien, je suis samaritain, je m'appelle Alice, etc. Et après, on apprend que, au final, tu fais de l'argent avec. Comment est-ce que tu gères cet aspect moralité, collaboration, business? ouais. Alors, effectivement, si quelqu'un n'était pas au courant du business model et qui se dit, mais en fait, tu te fais de l'argent dessus, bah, je comprends qu'il peut être choqué. Là, aujourd'hui, moi, je travaille avec des entreprises qui, bon, voilà, je leur explique hein, qu'il y a un business model, donc elles le savent. Et si, en fait, la personne, le recruteur, il n'est pas d'accord, c'est qu'il considère que je lui apporte pas assez de valeur. Et ça, je peux totalement le voir. Une entreprise comme Doctolib, qui considère que, et j'imagine, tu me diras si je me trompe à ça, mais vous investissez déjà dans la valeur, dans l'expérience candidat. Vous avez déjà une bonne image. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Peut-être que vous vous dites, en fait, Alice, tu nous apportes pas grand-chose sur l'expérience candidat. Donc là, c'est un vol. C'est-à-dire que moi, je te donne plus que je ne reçois. Là, je comprends. Mais aujourd'hui, moi, je travaille avec plein d'entreprises qui voient ça comme une vraie valeur ajoutée de pouvoir aider leurs candidats. Quand ils recommandent des candidats à Recruiters Club, moi, je les ai quand même en appel. Je les appelle pour leur dire, voilà, Content Square, t'as trouvé bon. Malheureusement, ils peuvent pas t'aider. Ils ont vraiment envie de t'aider, en tout cas, à trouver un poste. Donc, on va prendre un temps ensemble. Ensuite, ce candidat, c'est des personnes qui peuvent repostuler dans un an. C'est des personnes qui peuvent dire, ouais, en fait, finalement, j'ai pas été pris, mais ils m'ont vachement aidé. Donc, ils invitent tous leurs pairs à postuler chez Content Square. C'est la vraie valeur, ça, pour Content Square. Hein. La marque employeur, c'est indirectement de l'investissement dans le recrutement. Donc, je pense que s'ils le font aujourd'hui activement, ils savent qu'ils ont un intérêt à le faire. Donc, c'est pour ça que je considère pas que je vole quelqu'un. T'as des KPI, t'as 20% des gens qui sont recrutés via ta plateforme vont sur Glassdoor et expriment le fait est que leur entreprise d'origine qui les a envoyés chez Recruiters Club sont Et, valorisés par ces et services. peut-être, Alice, avant de répondre, juste on fait un petit tour dans les commentaires parce que il y a eu des vrais Ouais. commentaires. Ça envoie là. Mais ouais, restez sur cette question. N'oublie Bien pas sûr. la question de Michael, super intéressante comme toujours. Nicolas avait donné 2-3 tips par rapport au fait je pense que c'était autour de la newsletter. Il dit qu'il y a des gens qui ont le même problème, Ouais. qui ont les moyens de faire un site web. Et il y a Substack qui permet de faire à la fois des newsletters et à la fois de la mise en forme de blog, je crois. Petite vanne sur en même temps, aucun voleur dit qu'il est un voleur. Sur quoi j'ai fait une petite boutade dont je suis assez fier. J'aimerais la redire. J'ai dit Alice Baba et les 40 recruteurs. Voilà. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Incroyable. Réparti. Ma fille qui arrive. Non, je suis en live Twitch. Attends, 2 secondes. Et je live reviens. Twitch, you know. Yeah, you know. Et en fait, voilà, c'était juste pour te faire participer pour pas que les gens puissent penser qu'on rigolait de toi, mais avec toi. Mais je te laisse reposer. Oui, vas-y, continue. Il y a Nicolas Calita qui dit, et pour répondre au truc de voleuse, il y a le pay it forward. C'est super positif au final que ça soit fluide. Ouais, les gens vont partir de chez Docto peut-être à cause de toi, mais à l'inverse, les gens peuvent venir chez eux grâce à ta plateforme. Je connais pas moi le système du pay it forward. Pay it forward, c'est que tu fais une action maintenant en espérant qu'il va y avoir un retour plus tard. Ok, d'accord. Voilà. Si je me trompe pas, Nicolas, en tout cas. Je pense que ça doit être ça. Mais en fait, oui, avoir un business où en fait, je te propose une meilleure marque employeur contre tes candidats avec lesquels je vais faire de l'argent, ça commence à être un business asynchrone parce que l'effort que je te demande, moi, je vais me rémunérer autrement. Et c'est peut-être ça qui amène à des raccourcis du style ah bah attends, tu parles d'aider, mais tu prends de l'argent. Ça coince un peu. Ouais, et puis alors, il y a plusieurs choses aussi. Le dernier truc que je trouve super important, et ça, c'est plus général, c'est pas mon business, c'est dans la société aujourd'hui. Non, vas-y. Faut pas être. En fait, faut être un peu pragmatique. C'est-à-dire qu'un vrai service qui sert les gens, c'est un service qui survit. Hein, c'est pas un service qui va survivre un mois, c'est un service qui vit. Pour vivre, pour pérenne, faut qu'il y ait une rentabilité. Ça, c'est juste la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est que, et on en parlait avec Michael, gens de confiance a un business model qui sert plein de gens. C'est un modèle collaboratif, c'est basé sur la confiance, mais il y a des gens qui l'opèrent, qui fait que vous pouvez envoyer des messages, recevoir des messages, et que le business est pérenne. Et donc ça, je pense que c'est super important de l'intégrer. C'est comme dans une entreprise, si vous voulez vraiment aider vos employés, vos salariés, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'avoir une entreprise rentable, où vous allez pouvoir avoir 1 an, 2 ans, 3 ans.
En fait, aider un salarié, c'est pas juste lui vendre de la poudre aux yeux et Non, des non, choses naïves qui ne vont jamais arriver, quoi. je te rassure, les Il sûr, y donne a un moment, l'argent. il faut être assez pragmatique sur Ouais. le mieux que tu Mais puisses faire pour aider les gens, c'est faire un service qui dure et qui est utile. Donc, on mine les de a, rien, c'est normal que quelque part, chaque partie doit y trouver son intérêt on les et a. l'intermédiaire aussi doit y trouver son intérêt. Très bien, c'est un très beau discours, Alice. Est-ce que tu as des KPIs? Est-ce que tu as concrètement aujourd'hui des chiffres à donner qui disent que sur Glassdoor ou sur peut-être par d'autres voies, eh ben, ton service amène de la valeur ajoutée et ramène surtout de la valeur ajoutée sur la marque employeur des entreprises qui te donnent leur vivier? Et question de Maureen aussi, qui va dans le même sens, je pense. Je sais pas si tu l'avais lu ou c'est ça que tu Non, lisais. vas-y, tu peux y aller. Pour le cas des candidats sourcés passivement à l'écoute, as-tu des KPI sur leur utilisation de la plateforme ou est-ce que tu es majoritairement avec des candidats qui ont apply, qui l'utilisent? Ouais, alors je dirais que sur le ratio, j'en ai 40% qui sont impassifs à l'écoute et le reste qui sont assez actifs. Ouais, c'est un peu kiff-kiff, c'est 50-50. Mais c'est ça aussi la beauté d'avoir un système de referral, c'est que c'est pas que des gens, comme je bosse avec des chasseurs, enfin des recruteurs qui sont des vrais chasseurs internes et qui, je pense, aujourd'hui sont les personnes les plus légitimes pour qualifier les gens, hein, plutôt que des recruteurs ou des cabinets externes. Hein. Bah, finalement, ils vont chercher des pépites qui postulent pas partout, qu'ils ont trouvé eux, et donc ça permet aussi d'avoir un vivier de personnes qui sont passées. Sur la question d'avant, c'était sur les KPIs. Donc nous, on fait vraiment un gros taf sur l'expérience candidat. Quand un candidat s'inscrit, on lui demande de remplir un questionnaire sur qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience chez Content Square. Les plus, les moins, quelle note tu leur donnes sur la rapidité, la qualité, les tests techniques, la capacité d'inclusion. Donc, est-ce qu'ils se sont sentis acceptés comme ils étaient lorsqu'ils sont Ok, venus chez Content Square? Ça, c'est des choses, on fait un reporting anonyme à tous les recruteurs. Michael, tu recommandes un ok. candidat, tu vas recevoir la réponse à ces questionnaires pour savoir ce qu'il a dit de ton process. Et à la fin du mois, on fait un reporting global sur toutes vos notes moyennes pour savoir où vous en êtes, quel est votre NPS général et quel est votre benchmark par rapport aux autres boîtes. Et je pense que d'ailleurs, il n'existe pas vraiment de benchmark d'expérience candidat sur le net aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de se dire, OK, en fait, j'essaye de faire des choses bien pour l'expérience candidat, mais où est-ce que j'en suis vraiment? Donc, on fait quand même un vrai taf de marque Et, employeur. C'est pour ça. et Hein, tu délivres un certificat, tu délivres un Best Place to Alors, Work, tu c'est vrai délivres qu'aujourd'hui, un Glassdoor, parce que tu as non, peut-être un truc là. aujourd'hui, on n'a pas une certification. Ce qu'on fait, c'est on a une page LinkedIn où moi, ma règle, c'est on fait pas de posts sur Recruiters Club, on fait que des posts sur nos boîtes. Donc, tous les mois, on fait le post de la boîte qui a eu le meilleur NPS, le post sur le recruteur qui a été le plus engagé et le post sur les célébrations du mois. Donc, un candidat qui nous dit qu'il a été recommandé par telle boîte et recruté par telle boîte et ce qu'il a apprécié. Donc, nous, on est vraiment dans cette optique. Tu me disais en off, Alice, que Michael avait les moins bonnes notes, hein, c'est ça, de ton Oui, NPS? exactement. Ouais. Non, mais ça c'est à cause de deux, trois embrouilles, mais depuis, je me suis un peu calmé. C'est une époque où j'étais sorti de prison, j'étais peut-être un peu taquin, peut-être un peu sur la Ouais. La défensive. note de Content Square en NPL, c'était comme ça, et puis il y a eu le recrutement de Michael, et puis Nickel, bah, Ah, voilà, après, ça a été la fin. les On gens va t'ont pas se le arrêté, les dire. gens t'ont arrêté, les gens mais tu partages du coup ces éléments-là, je sais pas, en interne pour un peu faire une compète un peu saine entre recruteurs ou c'est un truc que vous gardez pour vous? Pour Alice ou pour Michael, je sais pas si ça existe déjà et c'est pour ça que il y a Alors un nous, doute. on partage tous les rapports NPS, on les partage aux boîtes. C'est vrai que je partage pas les rapports aux autres. Par contre, le benchmark est pour tout le monde. C'est Ouais, un benchmark en araignée pour voir où tu en es toi en tant que boîte par rapport sur telle et telle note et où sont les autres boîtes du club. Et après, la seule chose qu'on partage, c'est tous les mois, enfin tous les trimestres, on fait une newsletter un petit peu du nombre de candidats recommandés, se recruter, le job board de qui, enfin le scoring de qui a recommander le plus de candidats, donc un peu voilà nos stars dans la communauté. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une approche très communautaire. Moi, j'ai jamais été dans une approche pure plateforme, volumique, où on recommande, les candidats n'ont pas d'appel, ils sont directement sur la plateforme. Voilà, c'est vraiment aussi, on fait des meet-up, on fait des discussions, on fait des newsletters de la communauté, et c'est très important pour nous. Et aujourd'hui, du coup, tu gagnes comment l'argent? C'est un fees unique à chaque placement? C'est un forfait? Ouais, c'est un abonnement à la plateforme gratuit et c'est un fee au succès, donc en cas de recrutement, qui est de l'ordre de 15% du package annual brut. Ok. Et c'est le seul business model qu'on a en place aujourd'hui, ouais.
Qu'est-ce que tu penses des autres plateformes? Et déjà, tu vois qui en concurrent? Tu me les as dit un peu en off, mais ceux qui pourraient potentiellement être sur la même ligne que toi, On a des selon toi, concurrents selon toi. directs qui font exactement le même concept, hein. Le produit Community qui a été lancé par Trusty, des concurrents aussi dans d'autres pays qui ont exactement ce même concept de recommandation. Donc ça, c'est des concurrents vraiment directs. Et puis, en fait, toutes les personnes qui apportent des candidats à des boîtes, c'est des concurrents. Donc, des cabinets de recrutement, des plateformes, voilà. Moi, aujourd'hui, à chaque fois que je parle à une boîte et que je pitch, je suis très transparente sur les candidats que j'ai et les candidats que j'ai pas. Typiquement, on a 15% de développeurs, mais si quelqu'un vient nous voir pour recruter des devs, je lui dis, c'est pas moi qu'il faut aller voir. Je pense qu'on est quand même dans un stade où aujourd'hui, les boîtes ne peuvent pas, sauf si elles ont une armada de recruteurs internes, elles ne peuvent pas reposer sur une seule source. C'est comme si tu chassais sur un seul canal. C'est pas possible. Et donc, moi, je trouve qu'on est tous complémentaires. Donc moi, j'aime bien leur recommander des plateformes pour recruter des devs, recommander des plateformes pour recruter peut-être des C-level ou des profils que j'ai pas sur le coup. Donc je pense que j'ai des concurrents, mais aujourd'hui, on a besoin d'être ensemble parce que je comprends très bien qu'une boîte qui m'utilise que moi ne va peut-être pas pallier à tous ces C'est besoin en recrutements. recrutement. Moi, j'ai une offre quali, c'est-à-dire que je ne dis pas que je vais avoir tant de products, tant de devs, tant de sales. Moi, je dis, en fait, moi, j'ai que des top candidats recommandés par des top recruteurs. Je peux pas te dire le nombre, je peux pas te dire qui. Ma promesse, c'est qu'ils soient qualifiés. Mais donc, je comprends très bien que je ne suis pas là, moi, pour aller chasser éperdument des profils parce que tout le monde veut des devs. Du coup, j'aime bien leur donner, moi, des recos de plateformes que je trouve bien, qui marchent aussi. Aujourd'hui, je pense que les cabinets sont très bons aussi sur des profils plus capés, hein, où il y a un vrai besoin de connaître la personne, d'établir un réseau. C'est pas des gens qui postulent sur des canaux plus classiques. Donc, ouais, beaucoup de concurrents parce que le marché du recrutement est énorme. Néanmoins, je trouve qu'il y a encore de la place hein, parce que l'équation n'est pas craquée. Hein. On voit combien il y a encore une forte demande de candidats et combien c'est difficile, surtout pour des boîtes qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir beaucoup de recruteurs en interne. Donc, et concurrents et surtout complémentaires aussi, ouais. Certains, on leur a demandé un petit peu de communiquer sur le chiffre. Là, vous êtes combien de salariés? Tu m'as dit, vous avez, t'es Ouais. plus seul maintenant. Alors là aujourd'hui on est donc moi j'ai 3 associés financiers avec moi et on est 5 personnes dans l'équipe donc majoritairement j'ai 2 profils qui sont en dev et après j'ai la partie support donc c'est les personnes qui font les appels avec les candidats avec moi. On a testé aussi plusieurs autres modèles d'avoir peut-être des consultants en recrutement ou des personnes qui pouvaient voilà être actionner plus de matchs entre les entreprises. Mais on se cherche toujours sur l'équilibre tech et humain. Et j'ai aussi décidé que j'aurais pas un modèle à scale volume. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai toujours voulu rester plutôt dans la qualité et dans le service à l'entreprise. Donc aujourd'hui, je suis plus intéressée pour me dire, OK, ces entreprises les aident sur un créneau, la marque employeur ou le recrutement, mais en fait, je découvre plein d'autres sujets qu'ils ont. Le développement des talents, le développement des nouveaux recruteurs de demain, c'est des sujets qui me passionnent, la mobilité interne. Donc moi, j'essaye plutôt de me dire, c'est quoi les autres services que je peux développer pour ces boîtes-là. À partir de, à Et partir de combien de placements est-ce que, enfin, c'est quoi ton objectif, vos objectifs sur un mois j'ai ou... pas forcément d'objectif. Aujourd'hui, nos placements, ils nous permettent d'être rentables. Ils nous permettent de bien vivre et d'avoir de l'argent qui nous permettent de réinvestir dans d'autres choses. Donc, moi, aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité de me dire c'est quoi le prochain service qu'on peut développer pour nos boîtes. Je parle vraiment de l'opportunité et de me dire, voilà, dès que une activité peut se stabiliser, là, on passe à autre chose et Moi, notre activité de recrutement est stable. j'aime bien le concept du NPS, mais tu vois, un peu pour mettre en avant en tant que boîte collectif de recruteurs ou une espèce de candidat anonyme. Je pense que il passerait par ta plateforme pour avoir une espèce de candidat anonyme qui validerait le, l'expérience candidat et d'avoir une espèce de label ou de certification derrière pour l'expérience candidat, ça peut être pas mal, je trouve. Ouais. Non, je trouve ça super important parce que moi, je suis vraiment le courant inverse de balance ta startup. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'on peut régler des soucis. L'intention est là de vouloir bouger les choses et c'est très bien. Mais c'est comme le développement durable. Je trouve qu'il faut pas culpabiliser les gens à ne pas être à fond dans l'écologie. Il faut plutôt
revaloriser et mettre en avant ceux qui font les choses bien. Et je trouve que dans cette jungle des startups et scale-up, c'est de plus en plus difficile pour un candidat de savoir où postuler, qui font les choses vraiment bien derrière ces belles pages Welcome to the Jungle où il peut y avoir aussi beaucoup de bullshit et auquel on vend toujours la même chose. Et donc, c'est se dire comment, en fait, on peut vraiment trouver un label en lequel on peut avoir confiance sur les boîtes qui vont faire les choses bien humainement. Et donc, je suis plutôt dans cette mouvance de comment on peut faire sortir ceux qui le font bien versus voilà, essayer de critiquer ou de dégommer ceux qui le font mal, quoi. Très clair. De toute façon, pour ce qui est des plateformes, et je reviens sur la scalabilité que tu ne cherches pas, je crois que c'est un modèle qui a été cherché pendant très longtemps. Ce modèle de scalabilité sur les plateformes de recrutement, il y en a beaucoup qui ont essayé, personne n'a réussi. Sur du match automatique ou de l'automatisation de match. Donc toi, je pense que tu as vu ça et que tu as choisi une autre approche en disant, bah, nous, on ne va pas faire une course à la scalabilité et à la masse, on va plutôt s'orienter vers du quali. Et pour les autres plateformes, est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est viable? Ou c'est pas en fait, quelque moi, chose... je pense que c'est tout à fait un modèle viable. Je pense qu'en fait, la question est, elle n'est pas derrière, on sait faire du match, technologiquement, mais c'est sur quels critères on match. En fait, c'est quoi un profil qui convient à Doctolib? C'est quoi un profil qui convient à Content Square? Surtout quand on cherche à être divers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur tous ceux qui ont marché avant, on ne peut pas se baser sur tous ceux qui sont chez eux aujourd'hui. Et il y a une grosse dimension culturelle aujourd'hui. Avant, c'était très simple, on cherchait juste à savoir est-ce qu'il a les compétences. Aujourd'hui, on cherche à savoir est-ce que la personne fit culturellement. Mais en fait, comment on quantifie la culture de quelqu'un? Comment on la matérialise et pour faire un matching technologique? Sur quels critères? Et donc, je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on n'a pas. Moi, Recruiters Club, ce qu'on essaye de faire, nous, notre techno, tous nos devs ont un projet R&D où c'est plutôt sur comment on peut voir des variables qui parleraient de la culture d'une boîte. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a des boîtes, elles recrutent systématiquement des profils recommandés par telle et telle boîte. Donc, on se dit, bah, c'est peut-être qu'elles doivent avoir des choses en commun, c'est peut-être qu'elles regardent les mêmes profils, c'est peut-être que voilà. Donc, on se dit, OK, comment on peut faire des liens entre des boîtes pour se dire, bah, finalement, ce candidat irait particulièrement à cette boîte-là. Donc, le modèle à scale, moi, j'y crois. Je pense juste qu'on manque encore de clarité sur quels sont les critères qui font qu'un candidat nous convienne. Et ce qui fait que, à la fin, c'est ça qui va faire qu'on va se baser sur cette technologie-là de matching. Il y a Nicolas qui nous parle mais moi, j'y d'Assist crois. First. Ouais. Toi, tu y crois? Ouais, typiquement, en fait, bah, je pense que c'est une Tu brique. crois au Je pense zéro humain, qu'aujourd'hui, genre au zéro humain, moi je rentre mon CV, c'est lu par un algorithme, pouf, ça va me dire, toi, faut que tu ailles chez coupe-de-cheveux.com. C'est absolument là-bas qu'il faut que tu ailles. ouais, alors, En Turquie. moi, je me suis toujours dit, le recrutement ne sera jamais complètement automatisé. Ça reste de l'humain, mais je vais rester humble. Je suis surprise de jour en jour de la technologie, de ce qu'on est capable de faire. Oui, et je il y a aussi pense ça, qu'effectivement, on peut vraiment aller très, 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 très loin dans du matching. Aujourd'hui, quand on voit la personnalisation, comment ils arrivent à savoir ce que tu as fait, ce que tu recherches, ce qui pourrait te correspondre. Enfin, je ne vais pas vous mentir, moi, l'algo Netflix, il marche très bien sur moi. Il n'y a aucun souci, je l'adore. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment aller très loin dans ce matching. Ça ne veut pas dire que derrière, il y aura une adéquation à 100%, mais que tous les profils qui te sont envoyés, au moins 75% valent le coup d'être vus. Ouais, et finalement, c'est juste ça. Hein. Les recruteurs, ils veulent pas qu'on t'envoie que des profils qui soient top pour eux, mais des profils qui valent au moins le coup d'être vus, parce qu'il y a une autre variable derrière qui, pour moi, est surtout timing. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est pas tant de trouver le bon candidat, c'est de le trouver au bon moment. On trouve souvent des bons candidats, mais ils sont pas prêts à bouger maintenant, mais ils le seront dans 1 an. Comment tu fais que le moment où il veut bouger, là, bim, tu arrives à lui parler. Donc moi, je pense que c'est plus sur ça que la technologie, elle doit bosser. C'est cette question de timing, c'est de sentir quand est-ce qu'une personne va être prête à bouger. Il y a déjà des selon le calculs sur contenu ça. qu'elle regarde. Ouais, il y a plein de choses qui regardent. 3 ans, il y a des formation, dates sur lesquelles tu es dans une entreprise, il y a pas mal de choses. Je fais une petite pause pour lire un peu ce qui s'est passé dans les commentaires où Sarah, tout à l'heure, rebondissait sur Recruiter's Kitchen comme un concurrent potentiel et qui est gratuit pour le coup, où les recruteurs entre eux peuvent se partager des candidats. Nicolas, effectivement, quand tu parlais de l'aspect balance, ta startup se faisait l'avocat du diable en disant oui, mais s'il y a que des gens qui disent que c'est de la balle et c'est machin et c'est cool chez les trucs muches, pour le reste ça peut être silence. Donc effectivement, je pense que les deux sont complémentaires pour faire ressortir et que
que tout le monde ait envie de s'améliorer parce qu'il sait qu'il y a une espèce de carotte ou plutôt c'est quoi l'inverse de la carotte? Bâton. Access Bacon. First et Platypus, Et Léo Play- Santipo. Platypus. Salut Léo, nous a recommandé aussi 2 boîtes où on peut travailler sur Recruter sur la justement culture, la culture en faisant un petit aparté sur attention au culture fit et plutôt d'être dans le culture ad. Grand débat effectivement, de pas justement chercher des clones et plutôt d'être dans des gens différents qui ajoutent quelque chose au schmilblick. Amine qui parle de l'argent pour la Turquie sur le fait qu'on je sais pas combien de subs on va en Turquie se refaire les 10 000 subs, on va en Turquie, voilà. Enfin live en direct. Donc voilà, très bien, c'était juste pour faire une petite synthèse. C'est ça. C'est parfait. Sur ça. Désolé, je suis toujours là à vous couper. Parce que moi, la culture, beaucoup en parlent, énormément en parlent, mais j'ai l'impression que c'est un mot valise dans lequel on met tout et n'importe quoi, et surtout ce qu'on n'a pas envie de dire, et puis on a facilement envie de dire qu'une personne peut-être n'a pas telle ou telle chose qu'on n'arrive pas à nommer, on dit c'est la culture qui ne va pas. Et je pense que tant qu'on ne s'est pas débarrassé de ce mot valise en mettant peut-être le doigt sur des choses un peu plus précises, on restera toujours autour du mot culture en se disant ouais, ça fit ou ça fit pas, et qu'on n'aura pas forcément de réponse par rapport à ça. Et c'est pour ça que la technologie, ça aide aussi, parce que les chiffres, ça objective. Moi, je pense et c'est difficile pour quelqu'un, même si on en est très conscient, de se débarrasser complètement de ses biais. Et donc, d'avoir de la donnée, d'avoir une certaine quantification, ça permet aussi de se dire pourquoi cette personne n'a pas fité, sur quel argument objectif, et pas toujours utiliser du coup la culture sur ton business, c'est à habilement contourner le problème. C'est-à-dire, on ne va pas se prendre la tête sur la culture. Si lui l'a validé, c'est-à-dire que c'est bon. Et finalement, j'ai l'impression que c'est le modèle qui marche le mieux, en tout cas dans les plateformes d'aujourd'hui. Alors, tu n'es peut-être pas la plateforme qui fait le plus de chiffre d'affaires, tu n'es peut-être pas celle qui fait le plus de bruit, mais je pense que quantité, investissement pour le développement, résultats et images, je pense que tu as une des plateformes peut-être les plus intéressantes, parce que justement, tu n'as pas essayé de répondre à la question, tu as essayé de voir au plus court. Si cheveux.com dit que c'est un bon candidat, on ne va pas se prendre la tête, nous on va dire que c'est un bon candidat. Et je pense que c'est peut-être. Mais après, je pense que il y a plein de plateformes où il y a des briques. On parle d'Assess First. Assess First, pour moi, c'est une brique, et peut-être qu'on peut ajouter d'autres briques à Assess First. Il y a des tests de personnalité, mais après, ajouter à ça des tests de langue, ajouter à ça des tests vraiment de hard skill. Enfin, coding game fait une partie. Donc, je trouve qu'on commence à avoir plein de manières de qualifier des candidats. Et c'est important de voir, quelle est l'offre qui va demain un petit peu combiner tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que oui, il y a des concurrents, mais toutes les boîtes que vous avez citées, je les trouve super intéressantes. Moi, c'est plein de Recruiters Kitchen, je les connais. Benjamin Jean, je le connais très bien, on a des très bonnes relations. Moi, j'ai jamais critiqué ce qu'ils ont fait parce que je passe très bien. On voit c'est qui un peu. On voit c'est qui. J'ai entendu parler de lui. On voit c'est qui. Il me semble qu'il est passé par chez vous. Donc, du coup, moi, j'aime bien entretenir des relations avec eux et de leur dire qu'est-ce que t'en penses et qui challenge mon modèle. Et voilà. Et je trouve que moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le recrutement, il n'y a pas une solution qui convainc tout le monde. Donc, c'est bien d'en avoir plusieurs qui puissent apporter. J'ai une intervention de Nicolas Calita qui nous dit, Nicolas Calita de l'école du recrutement se pose des questions approfondies sur, par exemple, les sujets du recrutement. On a d'ailleurs un très bel article de Mohamed Atchabar qui a redéfini qu'est-ce que le sourcing. Alors, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre les définitions. Il y a eu un grand débat cette semaine. Un grand débat. On en parlait. Ils aiment bien approfondir les choses. Et là, Nicolas nous dit qu'il peut définir la culture. Ce serait l'adéquation entre les 5 éléments du Big Five de la personne et celui de l'entreprise. Alors, c'est quoi les Big Five de la personne? Alors, peut-être qu'il va nous le dire en commentaire, mais apparemment, il y aurait une manière, un procédé qui permettrait donc de valider 5 choses chez la personne et chez l'entreprise pour pouvoir les valider. Mais aujourd'hui, quand tu parles de culture d'entreprise, tout le monde va dire nous, c'est le dépassement de soi, c'est la persévérance, c'est la communication. C'est un peu et en fait, les mêmes quand mots, tu vas dans l'entreprise, c'est ça, c'est comme quand tu dis à un candidat c'est quoi tes 3 qualités? Motivation, ponctualité et communication. Mais au fait, on n'arrive pas à mettre les doigts sur les réelles choses qui vont définir ce que c'est qu'une culture par rapport à une autre. Enfin, moi, j'ai jamais été dans une boîte, on m'a dit, nous notre culture, c'est t'en fais pas trop et t'essaies de faire de l'argent et ça ira. Pourtant, ça t'aurait aidé à choisir.
Pourtant, bien sûr que ça Non, m'aurait mais c'est aidé. pour ça que moi, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, une bonne manière de connaître l'entreprise, c'est de passer une journée là-bas. En fait, c'est tout con, mais comment ils Ouais, bossent, ils viennent à quelle heure, ils bossent ouais. ensemble ou pas ensemble, en remote ou pas remote, Mm. à la perf, pas à la perf. Donc, il suffit de voir aussi comment font des sales, comment font Mm. des techs. C'est plein de choses. Et culture de l'écrit ou culture plutôt de l'oral. Enfin, Ouais. c'est plein d'éléments. Et je trouve ça super intéressant, tous les travaux qu'il y a pour définir ça. Après, aujourd'hui, je continue à penser qu'on n'a pas la clé et que la clé, c'est aussi ceux qui travaillent chez eux, ils nous recommandent quel type de profil et de voir les similarités, quoi. Il y a Nicolas qui nous répond, mais avant ça, je vais dire, ouais, qui nous répond. Donc, les 5 du Big Five, c'est les 5 traits de personnalité validés par les sciences sociales. Les sciences sociales, c'est sur ça que se base Assess First. Il y a l'extraversion, qui est un premier des Big Five. Ouverture aux nouvelles expériences. Conscience pro. Stabilité face aux émotions négatives et esprit de conciliation. Après, tu as Platypus qui donne 12 aspects, Oula, etc. on en a 12 là. Ouais, après, est-ce que nous, dans un entretien, moi je valide ce que les personnes sont extraversion, conscience pro, etc. Je suis pas sûr qu'on en soit là. Non, mais, Oui, et mais c'est encore pour que ça pour qu'il y a ça, il faut du des coup outils. un intermédiaire qui puisse objectivement évaluer un candidat et objectivement évaluer une boîte et que ces derniers ne changent pas. Moi je suis aussi pour qu'il y a des candidats qui évoluent, il y a des boîtes qui évoluent. Je pense que moi, je n'aurais pas cherché le même poste il y a 2 ans et je ne Ouais, chercherai pas le même dans 2 ans. On exact. évolue, on est en permanence mouvant, c'est la beauté de la chose d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs le recrutement, je trouve ça bien qu'on passe d'un cycle où avant on restait peut-être 10 ans dans une même boîte, voire à ne plus Ouais. s'y reconnaître, et qu'aujourd'hui les boîtes sont des étapes de construction. On va chez Docto et puis on part chez Content Square et puis on revient chez Docto, forme une nouvelle expérience et comme ça on apporte du nouveau aussi à Doctolib. Ouais. Et les boîtes aussi avec qui je travaille sont très ouvertes sur le fait qu'aujourd'hui, si le candidat, le talent ne se retrouve plus dans la boîte et qu'il cherche autre chose, vaut mieux le laisser aussi partir. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, moi, je parle de recommandation de talent. Les recruteurs, ils me recommandent des candidats qu'ils n'ont pas pu embaucher ou des collaborateurs qui quittent la boîte et qu'ils souhaitent aider. Ah, Ok. Et donc, Ok, moi, ok, ok. je suis très ouverte à l'idée de talent, hein, parce que pour moi, ah, c'est une question ah. de recommander des talents que la boîte a pu qualifier, et pas que des candidats, quoi. Parce qu'on n'est pas dans du wording là quand même. Tu Comment? quoi? On n'est pas dans du wording à dire non, mais moi je ne parle pas de candidat, je parle de talent. En fait, ça fait comme ça. Non, moi, non, parce que, en fait, sinon, les boîtes, elles se disent, ah, c'est que des gens qui sont en process. Ah Alors oui. qu'elles Donc, peuvent nous et du recommander coup, le des collaborateurs. format un peu outplacement, il est aussi dans ton modèle économique aujourd'hui ou pas encore? Oui, ils me recommandent des collaborateurs qui quittent l'entreprise et ils sont traités comme des candidats, hein. Je fais un appel avec eux, parfois plus poussé parce que des personnes qui changent de boîte, et finalement, elles ont aussi besoin un peu de conseils sur le marché. Qu'est-il devenu depuis? Quelle est ma valeur sur le marché? Donc, on essaye d'être un petit peu plus dans le conseil avec ces candidats-là. Et derrière, on les met sur la plateforme et on les accompagne. Donc, Alice, tu vas tu voles le vivier déjà des entreprises. Ah, mais je Et suis, maintenant, tu vas Alice voler je par suis la Baba, voleuse. Alice Baba, les 40 recruteurs, je vous Et si dis. tu y arrives, il faut que tu écrives un livre. Mais vous le voyez d'ailleurs, tout le monde le sait, je me fais une fortune, je suis méga riche, voilà, c'est... Moi, j'ai peut-être pour là, il est 19h45, ça fait Ouais. ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble, donc c'est cool. Il y a encore une vingtaine de personnes qui sont là, donc c'est très bien. Continuons, mais j'avais peut-être pour ouvrir un peu le débat sur toi. Ça fait quelques années là que tu fais ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que dès le début, tu n'as pas vraiment voulu faire du recrutement. Maintenant, au bout de quelques années, tu as parlé à beaucoup de recruteurs. Je pense que tu as une idée un peu de ce qui se fait de bien dans des boîtes qui investissent dans du recrutement, peut-être un peu moins dans d'autres. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens et est-ce que ton avis a changé sur le métier de recruteur? Et demain, est-ce que tu te verrais, je sais pas, passer de l'autre côté de la barrière? Ouais, alors, mon avis a beaucoup changé effectivement sur le recrutement. Moi, je suis arrivée dans le recrutement en me disant RH, bisounours, monde trop rose, pas du tout quantifié, pas du tout de chiffres, alors que je venais d'un parcours plus scientifique, donc j'avais ces énormes a priori sur ça. Monde très féminin, voilà, j'avais tous les a priori que tout le RH se balade depuis Ouais. un moment, un peu moins aussi sur le recrutement. Donc déjà, ça m'a remis à ma place. Je me suis dit, ah ouais, non, en fait, il y a des gens techniques, il y a des gens quanti, c'est pas que du bullshit, c'est pas que du bisounours. Donc, ça, très cool. Après, je trouve que dans les boîtes, moi, j'ai une grosse conviction dans le recrutement qui est que je pense que les boîtes, elles vont plus chercher
on va plus être dans une question de recrutement, mais plutôt de gestion de vivier. Et c'est pour ça que j'adore le sujet d'animation de communauté. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas pour une boîte de savoir vraiment avoir une vision court terme en se disant j'ai besoin de ce poste, je chasse. C'est plutôt de se dire comment je maintiens une relation avec tous les gens qui sont chez moi, qui sont venus me voir, qui sont partis de chez moi, pour que le jour où ils aient besoin de bouger, ils pensent à moi. Et donc, je pense qu'on va rentrer plutôt dans une optique de gérer des relations long terme avec des gens, un investissement long terme plutôt que la vision très court-termiste. J'ai un besoin, je vais chasser, je mets tous mes efforts et je prends la personne. Et si elle convient pas, tant pis, j'y pense plus jamais. Vous avez des postes comme ça, Donc je pense Hassan, que chez ça, vous, c'est non? super important. Oui, ouais, dans l'équipe People, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Vous êtes hyper avant-gardiste sur ça. J'avais fait un meet-up, je ne sais plus lequel, où vous avez présenté l'intégralité de vos métiers. Je crois que vous avez des recruteurs analytics qui sont là que pour les stats, vous avez des recruteurs referral qui sont là uniquement pour le referral, vous avez des directeurs recruteurs animation de vivier. En fait, vous avez déjà identifié cette possible évolution dont parle Alice. Il est Ouais, fier. carrément. Il est Non, fier. je suis Il fier est parce content. qu'en même temps, dans le chat, il y a Romain, un pote avec qui je devais déjeuner hier. Il vient parce qu'en off, il me demandait, vas-y, Nani, et je voyais, vas-y, si tu veux me poser la question, viens dans le live et pose-la moi. Et il me dit, t'es dispo pour déj de mercredi plutôt que demain. Non, voilà, non, je suis pas dispo. Mais ouais, on a pas mal de gens qui travaillent dans l'équipe People Dev, même sur le top of funnel entre les channels referral, outbound, inbound, etc. et qui optimisent tout ça. Et on en a parlé, je pense que c'était avec Mohamed la dernière fois. Moi, je crois de plus en plus à la marque métier versus la marque employeur, c'est-à-dire dans la boîte, tu animes des communautés de métiers. Donc, tu vois, tu parles aux financiers pour leur dire viens pas chez Doctolib parce que Doctolib, c'est incroyable pour tout le monde. Viens chez Doctolib parce que le service financier est fou. Parce qu'il y a les meilleurs talents en finance, il y a les meilleurs talents. Et donc, chacune de ces communautés crée du contenu niche pour cette communauté-là et maintient un peu le flow d'être top of mind. Et comme tu disais, Alice, dans un an, quand ils sont pas dispo, et ils maintiennent ce flow-là à travers des plateformes. Et on investit, tu vois, dans des plateformes. Je pense que c'est Smart Dreamers qu'on a pris pour justement avoir ce truc-là, machin, etc. Donc, je suis un. Et ça, si tu fais le lien en plus avec un troisième élément qui est, comme tu disais, plus l'animation de tes employés à toi, et tu les fais grandir, à un moment donné, ils arrêtent de grandir, tu les fais sortir, enfin, tu les permets de sortir plus facilement pour qu'ils reviennent plus tard avec plus d'expérience, le reskilling, d'ouvrir, voilà, on parlait de la reconversion, machin, etc. Donc, je pense que ce qui est cool pour les recruteurs qui nous écoutent, c'est que on est et pour l'école du recrutement, s'ils sont encore là, ils ont dit le recrutement n'est pas RH, mais de plus en plus, la boucle va être bouclée, je trouve, et les recruteurs, à travers le fait d'avoir créé un vrai taf, un vrai métier, une vraie expertise, où la data a été, je pense, en avance même sur tous les autres sujets RH, eh ben, on peut boucler la boucle. Et maintenant, dans le monde de demain, le sens de l'histoire, voilà, le chemin que nous partageons en commun, créer quelque chose voilà, de cet ordre-là. Oui, Snoopy. Et c'est rentable pour l'instant, Hassan, d'avoir tant de gens qui sont finalement des fonctions support du recrutement et pas d'avoir recruté 100 chasseurs, mais d'avoir peut-être une vingtaine de chasseurs, mais une personne qui va être référent pour les référals, une personne qui va être là pour l'analytique, une personne qui va être là pour vous offrir des t-shirts, une personne qui va être là pour... finalement, ça marche bien, ce modèle, ou il doit encore... Écoute, j'ai pas le cost per hire amené à chaque personne, et donc juste en français. j'ai pas le calcul scientifique pour te dire oui c'est mieux comme ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça peut créer pas mal de silos, et ça peut être un petit peu déstabilisant pour le recruteur qui se dit ok, bah là-dedans, moi j'ai plein de gens avec qui je dois travailler et je vais aller pinguer qui peut m'aider, etc. Et moi, j'ai envie de faire des choses de mon côté. Mais dans l'absolu, l'idée, c'est un peu comme les modèles 1-1-1 versus 360 du recruteur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà, le sourcing, c'est un métier, la coordination, c'est un métier. Et donc, le marketing, la marque employeur peut être un métier, etc. etc. Donc, mais c'est une bonne question. On pourra je pense, comparer au final. Mais
il y a des choses qui sont difficilement quantifiables, c'est-à-dire que l'expérience candidat qu'on crée, la satisfaction des hiring managers, ça peut être vu par des NPS. On est en train de créer des outils pour et de l'expérience candidat, justement, on a fait un benchmark de 17 outils, l'équipe scheduling notamment, et Natacha a beaucoup bossé là-dessus. On en a un ou deux qu'on est en train de regarder. Demain, cet outil sera peut-être utilisé pour la satisfaction hiring manager. Donc ça, ce sera peut-être moins quantifiable en chiffre d'affaires et rentabilité des salaires, et que est-ce qu'on s'approche de la façon dont on veut faire les choses au quotidien et de la façon dont on veut être perçu. C'est clair. Léo Sampipo qui dit un jour le recrutement sera tellement stylé qu'il aura l'école des RH qui dira les RH ne sont pas recrutement. Et là, Nicolas, tu aurais gagné le game. Incroyable. On attend ce jour, effectivement. Avec impatience. With the impatience, yes. Michael. Alice, donc c'est quoi toi un peu tes actualités, peut-être pour finir, tes projets, tes interventions? Ah, on t'entend plus, Alice, ouais. C'est peut-être les... T'as encore tes AirPods dans les oreilles? Okay. Mais écoute, on peut continuer à discuter. Fun fact, à la base, c'est un média RH qui a dit la phrase « Le recrutement n'est pas RH ». Nicolas Galita. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Avec quoi? Que le recrutement n'est pas RH. Mais pour moi, c'est ni péjoratif pour le recrutement, ni péjoratif... Non. Ah, ouais. Oui. T'es revenu. Je commençais à dire n'importe quoi, donc heureusement que t'es revenu. T'es revenu, mais j'ai l'impression avec un peu de décalage. Fais 1, 2, 3, 10, hop. 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 10, hop. Hop. 1, 2, 3. Peut-être un petit peu de décalage. Mais là aussi, ça va, c'est bon. Je pense que c'est revenu. C'est bon. Non, mais en plus, j'étais en train de... Je me disais, mais tout le monde s'en fout de ce que je suis en train de dire. Mais je parlais, quand Rassam, tu parlais de un peu le ROI pour Doctolib, je trouve que c'est important aussi de se dire que mine de rien, une boîte qui investit autant dans le RH et le recrutement, parce que je suis d'accord aussi que c'est deux choses séparées, ça envoie un super bon signal à tes collaborateurs, à l'extérieur aussi, et il y a un gain à ça aussi de rétention, d'engagement. Donc, je trouve que c'est pas aussi simple que de le regarder par j'ai investi de combien de recruteurs, j'ai combien de candidats que j'ai vus. C'est sûr. Je pense qu'à court terme, on doit se dire ah bah tiens, j'aurais préféré avoir 100 chasseurs que tout ça. Mais en fait, on est tous en train de comprendre que le jeu il va se passer hors de LinkedIn et qu'envoyer en masse les messages salut, ça va, est-ce que machin truc, ça va être moins efficace qu'une communauté bien construite avec de la communication et d'autres créneaux qui vont se faire avec tiens, t'as vu ce qu'ils font. Parce que mine de rien, vous recruteurs, vous êtes plus que juste des machines à sourcer. Enfin, je veux dire, votre valeur ajoutée, tant mieux s'il y a des outils qui vous aident à automatiser des choses et où vous pouvez passer plus de temps à être vraiment dans l'évaluation, la relation avec les candidats et toutes ces choses-là. Mais clairement, moi, je continue à penser qu'il y a absolument besoin de ces éléments humains en interne pour qualifier les gens et les accompagner et derrière les développer. Ça, c'est extrêmement important. On arrive un petit peu... bon, il est bientôt 20h, donc on va commencer à conclure peut-être. Est-ce que Alice, il y a des choses, déjà par rapport à l'invitation qu'on t'a faite pour venir discuter, est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient un petit peu peur? C'est quoi ton retour en fait Parce que j'ai vu que tu as dit oui, c'est un match de tennis, je vais les affronter. On m'a quand même dit allez, on va faire un Twitch avec la plus grande voleuse dans le recrutement. Les armes et tout. Moi, j'adore ces débats parce que moi, c'est un truc que je continue à dire. Je continue à challenger mon modèle tout le temps. Je continue à avoir toutes ces discussions. À chaque fois que je pitch, on fait toujours ces mêmes remarques. Donc, j'essaye toujours d'améliorer mon pitch, de savoir comment ça rebondit. Donc, moi, je trouve ça super important d'être challengé. Je trouve que c'est aussi important d'être challengé par des personnes qui ont votre expérience et qui vont vraiment... sans fioriture et apparence, qu'on puisse juste avoir un débat un peu sans bullshit et juste s'exprimer. Et donc moi, je suis très contente d'avoir des avis différents. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour dire que je vais être la solution qui va remplacer tous. J'essaie d'apporter ma brique. Et tant mieux si elle sert des personnes. Et je comprends qu'elle puisse pas servir tout le monde. Donc non, très ouverte à ça. Donc non, j'aime bien ce débat.
C'était vrai. Et Nicolas te dit, t'inquiète pas, Alice, j'ai noté des dossiers sur eux. Contacte-moi, on fera balance ton Twitch. Oh, Mais non, mais écoute, ça a été très cool et moi, ça m'a permis aussi un peu de me remémorer les premières discussions qu'on avait eues. C'est vrai que je pense qu'on faisait partie des premières boîtes qui avaient commencé à tester le concept. Là, j'entends que Content Square, vous bossez avec eux et je pense que clairement, on est aussi un peu plus armé aujourd'hui chez Docto pour reprendre un peu les discussions. Et surtout sur le débat de l'expérience candidat, comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme un petit incentive un peu sain en interne entre les recruteurs. Demain, peut-être vers un label extérieur pour montrer que les recruteurs ont été tu vois, validés anonymement ou par un tiers un peu objectif. Donc ça, c'est cool, super cool. En tout cas, j'avais jamais vu Recruiters Club, ça m'avait échappé à mon radar. J'en parlerai autour de moi, Nicolas Galita. Donc, je l'ai toujours vu violent, là je le vois gentil, Nicolas. Mais en fait, très gentil. C'est quelqu'un d'adorable. Ouais, il est très gentil, Nicolas. Et non, mais c'est cool. Et j'ai été surpris parce que quand on avait préparé les émissions, Michael, dès le début, il m'avait parlé de toi et comme souvent, quand il me parle de quelqu'un, je fais ah oui, bah je connais, bah on s'était embrouillé. Donc voilà. Embrouillé, moi, j'ai toujours un truc croustillant à apporter. Mais franchement, il était assez authentique et dans le côté, ouais, c'est bien et c'est cool. J'aime trop ce concept et j'ai envie d'inviter Alice pour qu'elle puisse en parler. Et je pense que oui, tu fais partie des plateformes qui sont pas trop connues. Enfin, la remarque de Nico, parce que tu savais que tu t'exprimes pas trop sur les réseaux, sur LinkedIn, tu montes pas trop ta tête, tu discutes pas trop. En gros, tu vas pas dans le post à outrance, etc. Je pense que ça fait partie forcément de qui tu es et tu as envie de le faire, mais je pense que tu t'aurais... C'est vrai qu'aujourd'hui, ma personnalité, elle transpire quand même encore beaucoup dans la boîte. J'ai jamais été une très bonne influenceuse, parce qu'on en connaît, il y a des vrais influenceurs du recrutement sur LinkedIn, on saura tous de qui on parle. Moi, j'ai jamais été très bonne à ça, donc moi, je me concentre sur les trucs où je suis un peu meilleure. Donc voilà. Carrément. Encore une fois, je continue à dire aussi que moi, toute ma valeur, elle vient de ma communauté, de mes recruteurs en fait qui bossent avec nous. Donc, en fait, je parle pas trop de Recruiters Club, je parle plutôt de telle et telle boîte qui a fait ça, parce que bon, j'ai bien conscience que c'est aussi grâce à eux, quoi. Non, c'est cool. Moi, de l'extérieur, en fait, je t'ai rencontré une fois, on a parlé peut-être 10 minutes avant que je parte, parce que tu faisais un événement, et en fait, on en a moins parlé pendant ce live, mais en fait, il y a plein d'SS2I qui ont essayé, venez, on centralise ce vivier énormément. Et moi, sur l'idée, je trouvais ça hyper cool. Et en fait, il y a eu un désenchantement à chaque fois parce que c'était des viviers qui n'étaient pas fournis. Et peut-être que le défaut des SS2I, c'était de vouloir le proposer à beaucoup de monde en même temps. Et je pense que tu as été très maligne de restreindre un petit peu ton réseau. Avancer comme ça, tatillon avec la confiance. Bon, il y a aussi ton réseau personnel, je pense, qui a aidé. Il y a aussi ton regard de l'extérieur du recrutement qui a aidé. Mais en tout cas, petit à petit, de manière, je dirais, modeste, même si c'est pas trop le mot, tu as réussi à construire un truc et à construire un nouveau système de collaboration, de rémunération. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour en parler. Ça marche très bien si on fixe des règles. Et donc, moi, je me suis passé beaucoup de temps à fixer des règles. Et je vois ça, moi, la communauté que j'adore, c'est Stack Overflow. Elle est super bien modérée. Open source, ouais. Et en fait, ils ont commencé par mettre des règles super précises. Et à la fin, il y avait tellement des règles précises que même les gens qui débarquaient, qui ne connaissaient pas, savaient très bien comment se comporter. Ouais. Elles se gèrent toutes seules. Et donc, moi, ça, c'est mon cas idéal. C'est d'arriver à créer une communauté où je peux comprendre les codes, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, mettre les codes et après faire du volume si ça peut le faire. Mais, Nicolas, il pose une question, donc je te coupe direct. Mais est-ce que, après les startups, tu vas étendre comme Welcome to the Jungle, ton modèle à d'autres entreprises? En fait, mon modèle, il marche que pour les entreprises qui sont sensibles à la marque employeur. Okay. Et malheureusement, des SS2I, des grands groupes, sont pas encore tout à fait matures pour comprendre que c'est important que les candidats aient une bonne expérience. Donc, j'ai fait plusieurs pas vers des boîtes où j'ai vu que, OK, le discours, il prenait pas encore. Donc, j'ai pas ouvert à ces boîtes-là aujourd'hui. Je pense que c'est plus une expansion nationale, internationale, où c'est plus intéressant de se dire, bah, en fait, mes boîtes, elles cherchent maintenant partout en Europe et le remote le permet. Donc, pour moi, c'est plus me dire comment je travaille, et aussi dans un sujet de diversité, comment je travaille avec des recruteurs qui viennent d'ailleurs. Mais ça sera sans doute dans des modèles assez similaires, startup, scale-up, parce que c'est des boîtes qui vraiment
savent ce que ça veut dire et connaissent l'importance de la marque employeur. Si tu veux un bizdev en anglais, Michael pourra t'aider. Bien sûr, sans problème. J'ai compris, oui, effectivement. International. Du cold calling. Du cold calling. La France. Mais oui, écoute, moi je pense qu'il y en aura de plus en plus quand même des SS2I et il y en a déjà des belles SS2I qui font attention à ça. Mais oui, c'est ça. La question. Est-ce que tu as déjà recalé des gens? Avec des très bonnes SS2I. Il y a des entreprises qui veulent bosser avec toi, mais tu as regardé un peu leur site, tu as regardé leur recruteur, tu as dit non. Tu leur as dit c'est pas le moment. T'es trop. En fait, moi la manière dont je le fais, c'est qu'il y en a où je leur ai dit effectivement, je pense que vous n'êtes pas à un stade de maturité où ça peut être pertinent pour vous. Et ces boîtes, elles pouvaient se dire, bah moi, du coup, j'y vais que pour recruter. Et c'est très bien. Elles y vont que pour recruter, elles recommandent pas forcément. Mais moi, toutes les boîtes, quand elles rentrent, après un mois, je fais un stat sur qui elles ont recommandé. Est-ce que ces profils étaient qualifiés? Est-ce qu'ils ont été vus? Est-ce qu'ils ont été contactés? Et c'est comme ça que je modère qui va recommander le plus ou non. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas moi qui dise toi oui, toi non, parce que sinon c'est pas du tout, c'est complètement subjectif. Donc j'essaye juste de me dire, ok, bah recommande. Je pars du principe que vous allez être de quali. Et puis par contre, si ça matche pas, je leur dis, écoute, sur notre data, les candidats recommandés n'étaient pas tout à fait qualifiés, donc peut-être que toi, il faut que tu les recommandes au 3e tour seulement. Voilà, on essaie de s'ajuster. Et si à la fin c'est pas quali, bah moi je leur fais un retour. Je trouve que voilà, si un club est quali, tu peux y rentrer, mais tu peux y sortir aussi. Et ça se passe toujours dans de bonnes conditions. On peut dire, bah, finalement, c'est peut-être plus intéressant que tu recrutes plutôt que voilà, tu recommandes. Mais c'est important aussi d'avoir un peu de data et de modérer ça. Ok. Yes. Il y a encore une question de Nicolas, très intéressé. Pourquoi ne pas faire un système de points? Plus tu recommandes, plus tu as des points. Mais je crois que aujourd'hui, il y a quand même une incentive. Si tu recommandes plus de 5 candidats par mois, si tu recrutes, tu es à 12% et pas à 15%. Ouais, en fait, ça te fait gagner sur ton fils. Ouais. On vole un peu moins, vous voyez. On redistribue. Est-ce qu'il y a des recruteurs, peut-être, tu vois, à leur compte ou des tiers qui alimentent, tu vois, on pourrait se dire qu'un recruteur qui est freelance, il pourrait avoir des très bons candidats et avoir une rémunération personnelle qui est un peu augmentée à travers ta plaplateforme. Tu as des démarches un peu comme ça? J'avais considéré ça, mais encore une fois, moi, j'étais pas forcément pour le modèle où tu recommandes des candidats pour te faire l'argent. Parce que je trouve que c'est la mauvaise incentive et tu te rends compte que finalement, tu recommandes peut-être pas les bons. Et des recruteurs indépendants, bah, mine de rien, j'ai pas envie trop de les incentiver pour l'argent. Donc c'est pour ça que moi, je travaille vraiment avec des entreprises pour leur dire, c'est pour l'expérience candidat que vous allez me recommander des profils et non pour vous faire de l'argent. Et d'ailleurs, tous les recruteurs qui sont les plus actifs, moi, je leur ai proposé, si tu veux, on fait un système de crédit. Plus tu recommandes, plus tu as de crédit. Et ils me disent, mais non, moi, j'ai pas besoin de ça pour recommander. Donc, c'est pour ça que nous, notre système, il est vraiment basé sur la marque. Nous, tu as beaucoup de personnes qui, comment ça s'appelle, qui donnent des candidats sur ta plateforme. Je crois qu'il y a Mathilde, c'est la championne. Mathilde, Colline, il y a Chloé quand elle est passée. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des sourceurs. Je leur ai dit, je reçois Alice et tout. Ils pensent que c'est gratuit, en fait. Michael, apparemment, toi, tu grattes des tickets resto, par contre, à tes collègues pour je vais faire comme Alice. Moi, je vais faire ticket resto club. C'est en fait, si jamais tu n'utilises pas tes tickets resto à la fin, donne-moi tes candidats. Tu me les proposes. Et moi, je proposerai ces tickets resto à d'autres personnes. Mais voilà, parle pas de mon business devant tout le monde, on pourrait me piquer l'idée. Mais genre oui, ça veut dire que les recruteurs qui le font chez moi ne savent même pas qu'en contrepartie, s'ils choisissent un candidat, ça serait payant. En fait, avec Content Square, j'ai fait un onboarding un peu Europe avec Content Square où il y avait vos 2 responsables opérations talent qui étaient aux US. Et donc du coup, C'est un peu là où effectivement on a reparlé du process, mais c'est vrai que moi en grandissant, Content Square a grandi aussi, il y a eu des nouveaux recruteurs et j'ai pas eu l'occasion à chaque fois de pitcher en fait tout le système à tous les... Non, on le fait en interne. Moi, c'est Chloé qui m'en a parlé en interne. Moi, j'en ai parlé à Alice. On le fait. Donc, c'est vrai qu'effectivement. L'idée, elle a séduit tout le monde, en fait, juste sur le principe avant de parler business, en fait. Des points un peu plus fréquents. Mais c'est aussi parce que ces boîtes-là, moi, j'y vais pas en me disant, enfin, ces boîtes-là, c'est en fait les boîtes comme vous, Doctolib, Content Square, qui ont déjà des recruteurs. J'y vais pas pour vous dire que je vais vous aider à recruter. Moi, je comprends très bien que vous avez déjà ce qu'il faut et que voilà.
Moi, j'y vais pour vous aider à améliorer l'expérience candidat. Donc, c'est que ce que je vends. Mais donc, c'est pour ça que je parle jamais de la partie recrutement parce que je me dis, bon, bah, voilà, après, si vous recrutez via moi, un bonus et on en parlera à ce moment-là. Mais en fait, moi, le service que je vous apporte, c'est de pouvoir avoir une solution à apporter à des candidats que vous ne prenez pas ou des collaborateurs. C'est ça qui est smart, c'est que tu fais du business sans jamais dire que c'est du business. Et c'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Non, mais C'est un compliment. Bon, je pense qu'on l'aura senti dans ton discours quand même qu'il y a une recherche en tout cas de quelque chose qui est un peu plus qualitatif. Oui. Voilà, et que l'idée c'est pas d'aller sur un truc à volume avec comme non, tu dis, moi je la sens super sincère. le fait de. Non, mais toi, tu étais convaincu, hein, Michael. Non, j'ai mis des tirs et je voulais mettre des tirs. Hein. De toute façon, même quand on l'a fait en off, et je l'ai dit. Hein. Non, mais de toute façon, et on disait en off, il y a un truc qui m'a fait marrer quand on parlait du fameux clash de l'époque de Docto, qui était avec une personne qu'on va pas nommer parce qu'elle n'est pas là, mais bon, tout le monde pourra imaginer, c'était pas moi. C'était un anglophone avec un bel accent français. Et tu disais que même ça, même si ça a été un peu dur, je pense que tu me disais que c'était une on va dire le moment ça a été la classe plus conflictuelle que j'ai eu de mes 4 ans. Ouais. Voilà, c'était le summum. Mais malgré ça, ça a été un bon learning que tu as pu dispenser à d'autres. Perso, c'était c'est ce qui m'a boosté en fait. Je me suis dit non mais après ça, je peux pas abandonner en fait. C'est sûr, il faut continuer. Mais après, je me suis toujours dit, oublie la forme, c'est quoi le fond? Et le fond, en fait, c'est le même fond que plein d'autres clients qui me disent mais qu'est-ce que j'y gagne? C'était ça le fond. Donc, ça m'a appris à répondre à cette question. Ça m'a appris à la répondre pour moi-même, à me faire mes convictions et à la porter à tous mes autres pitchs. Mais ouais, après, sur la forme, ça, c'était plus perso et ça m'a clairement boosté. Je pense que c'est peut-être là ma personnalité sportive où je me suis dit, franchement, là, si j'arrête maintenant, on va se dire, attends, Alice, c'était la petite zouze. Elle n'allait pas tenir longtemps. Elle a monté son petit business. Elle venait pas du recrutement. Tous les jours, je recevais des offres. Viens recruter chez nous, viens faire ça, si ça marche pas ton truc. Donc là, je me suis dit, non, franchement, il faut tenir. Bravo en tout cas d'avoir tenu. Et puis c'est chouette. Je regarde l'heure, comme d'habitude, 20h10. Moi, il faut que on va rendre l'antenne. Faut bientôt que j'aille les coucher. Rendre l'antenne, comme tu dis. On a un match ce soir. C'était très cool. Merci à vous de m'avoir invité. C'était très cool. Ouais. Je t'en prie, avec plaisir. C'était très sympa. Je pense qu'il y a pas mal de moments à retirer. Michael m'a toujours promis, comme d'hab, de réécouter et de faire des petites séquences. On cherche appel à un fan de notre émission qui a envie de se taper 7 heures d'émission pour en ressortir la moelle. Les meilleurs moments. Je crois que Nicolas, il est plutôt attentif, non? Oui, Nico est chaud. Peut-être qu'il a besoin d'un ticket resto, Nico, et puis tu nous fais un petit condensé de l'émission. Non, mais c'était cool. Nous, on a aussi pas mal de trucs à venir. Là, il y a les vacances qui arrivent, donc on va faire une petite coupure, au moins pour 2 semaines, je pense. Donc, on a une émission qui arrive d'ici 1 mois. On la prépare très fortement et on en fera peut-être 1 ou 2 avant, Michael. C'est ça, il y a une grosse émission Gucci qui arrive le 21 mars. Oui, pour le jour du printemps. La plus grosse émission, je pense, de Recruiters in the House. On va essayer de la faire en plateau avec un multicaméra, peut-être un public, j'aimerais bien. Ça peut être sympa. Et avant ça, on fera 2-3 sessions d'essai. Mais le but, c'est qu'on fasse venir tous... on va dire la fin de la saison 1, je pense les 5-6 premières invités autour d'un plateau et qu'on fasse une émission détente autour d'une table où on parle un peu peut-être de recrutement, peut-être d'autres choses. Ce serait peut-être cool de faire ça. Je pense, avant le début de l'été, avant la coupure de l'été, j'aimerais bien faire venir tout le monde chez Cotton Square ou chez Docto autour d'une table et qu'on débriefe un peu tous ensemble. Et ouais, on avait pensé, je ne t'ai pas écouté, peut-être que je vais redire ce que tu as dit. Non, mais tu peux. On pensait à faire un plateau avec les 5 premiers invités. C'est ça que tu as dit? Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. 5-6. Donc, on reviendra là-dessus. Bien sûr. Cool. Merci à vous, les amis. Merci beaucoup, Alice. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions et qui nous ont suivis. Et puis, il y a le replay pour 15-20 jours, comme d'hab. C'est ça. Cool. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci à vous. Recruiters in the house. Recruiters in the house.